Heureuse de vous retrouver dans cette libre antenne qui est à vous, au 3921. Les ponts du mois de mai s'enchaînent et j'espère que vous profitez de cette période pour souffler un peu et profiter de ceux que vous aimez, à défaut du soleil. Ce sont de précieuses journées pendant lesquelles j'espère que vous avez pris le temps de prendre un peu soin de vous. Apprendre à s'accepter tel que nous sommes, voilà la meilleure façon de prendre soin de soi. Et si l'on arrive à s'accepter soi, on apprend à accepter les autres tels qu'ils sont. S'aimer, c'est nourrir notre âme de ce qu'il y a de plus vrai. Plus on est tolérant face à soi-même, moins on porte de jugement et plus on aime tout simplement dans le sens le plus pur qui soit. Et puis, dans ce chemin vers soi, nous avons besoin du regard des autres. Nous sommes des êtres de relation et nous sommes aussi là ce soir pour cheminer ensemble. Appelez-nous au 3921. Jeanne et Paul sont là pour répondre avec bienveillance à vos appels. Et c'est notre cher Fifi, Philippe Chartier, qui réalise ce soir cette émission avec toujours la même attention. N'oubliez pas que si un sujet vous touche, vous pouvez à tout moment réagir et demander à dialoguer en direct avec un auditeur en appelant le 3921. Et puis vous pouvez également réagir à ce que vous entendez à l'antenne par SMS en composant le 7 39 21 en commençant votre texto par le mot nuit ou envoyer un mail sur le site europe1.fr. Ce sont vos témoignages qui donnent sens à cette émission 39 21. J'attends vos appels. Europe 1. Sophie Peters. Bonsoir Ariane. Bonsoir Sophie Peters. Parce que je ne veux pas me tromper de Sophie déjà, parce que je sais qu'il y en a une autre qui vient et qui est pas mal, Sophie Veil. Non, c'est Caroline Veil. Il y a deux Caroline et une Sophie. Caroline Veil, oui, Caroline Veil. Ça, voilà. Je confondais un peu avec vous. Et oui. Et c'est vrai que j'écoute souvent l'émission, et donc j'écoutais aussi Caroline Dublanche. Et ça fait longtemps que je voulais vous parler, à vous. Ah bah, formidable. Bienvenue. Parce que comme j'ai dit à Paul, je trouve que vous avez une façon très très empathique et particulière de rentrer en contact avec la problématique des gens, quoi. Ben merci Ariane, ça me fait très plaisir. Et en plus je suis une convaincue d'abord de tout ce que vous venez de dire dans votre intro, et que j'ai l'impression parfois et souvent, ou a fortiori maintenant, parce que il m'est arrivé de rester là pendant un mois à tourner dans ma famille, pendant tout le mois d'avril. Oui. Et que j'ai eu des prises de conscience comme je n'ai jamais eu, parce que je me suis payée et une de mes filles, et ma sœur aînée, et ma seconde sœur, et que finalement, il y a plein de choses qui me sont revenues comme ça, en boomerang. Oui, si on peut dire. Oui. Alors, mais pas agréable, par contre, dans le regard ou dans l'écoute. Oui. Alors, ça m'a vachement ébranlée, vraiment ébranlée. Et quand vous parlez de prise de conscience, c'est-à-dire vous avez plus été finalement blessée que consciente de ce qui se jouait pour vous. Niée. Oui. J'ai eu l'impression d'être niée dans ce que je suis, ce que vous venez de dire, qu'il faut avoir l'écoute des autres pour pouvoir exister. Écoutez, je vais pleurer, excusez-moi. Oui. Non, c'est ok, Ariane. Oui, donc là, vous avez été blessée. C'est très difficile à accepter, à entendre, d'être niée. Oui. Vous voulez nous parler un peu de ce qui s'est passé ? Alors, en fait, le contexte, c'est que je suis la dernière d'une fratrie, que je suis toujours restée avec papa et maman parce qu'on vivait à l'étranger, que mes sœurs ont été en pension, et qu'en fait, déjà, c'est quelque chose qu'elles n'ont pas forcément bien vécu, la pension, l'internat et tout ça. Et en fin de compte, elles ont l'impression que j'ai toujours été privilégiée, alors que j'ai pas l'impression, moi, de l'avoir vécu comme un privilège, parce que moi-même, j'avais l'impression qu'elles étaient des grandes, et qu'au moins, elles accédaient à quelque chose, ou de pas rester dans les jupes de papa-maman, quoi. Bien sûr. Et en fait, souvent dans ma vie, là, depuis, vous savez, j'ai 65 ans, donc depuis 40 ans, j'ai l'impression que ça a été un problème pour elles. Et en fait, ça retranspire tout le temps. Oui, elles sont pas passées à autre chose du fait que vous ayez eu, d'après elles, ce privilège. Après, j'ai fait un mariage apparemment très brillant pour elles. Oui. Avec un mari ingénieur de très haut niveau, chercheur, etc., mais qui s'est tout de suite révélé violent, physiquement, verbalement, sur moi, sur les enfants, etc.
Et donc, voilà, je traîne ça, la nana toujours privilégiée. Oui, c'était pas très enviable en même temps, votre mariage. Mais elle n'avait pas conscience, j'en parlais pas. Vous savez, c'est des choses dont on ne parle pas, même dans les familles. Oui, quelquefois, oui. Et donc, ça reste sur des a priori. C'est-à-dire que, en fin de compte, j'ai l'impression que leur siège est fait à mon sujet depuis longtemps. Mais c'est qu'elles ne vous connaissent pas, finalement. Mais non. Oui, et moi, pendant toutes ces années-là, depuis les années 70, d'abord j'étais une fan de Françoise Dolto par rapport au droit au respect de l'enfant. Je potassais des bouquins de Janusz Korczak, qui est un grand psy roumain. Qui a beaucoup recueilli des enfants abandonnés, etc., et qui était un type qui prônait beaucoup le droit au respect de l'enfant. Et il a sorti un bouquin, sûrement chez Odile Jacob, depuis hyper longtemps, qui s'appelle Le droit au respect de l'enfant. Donc déjà, depuis les années, comme mon mari était quelqu'un qui ne respectait pas ni moi ni les enfants, j'étais totalement accro à Françoise Dolto dans les années où elle était avec Pradel, etc. Oui. Et donc, après, quand j'ai quitté mon mari, j'ai fait énormément de thérapie parce que j'ai fait de la dépression avec tout ça. Oui. Parce que même si je gardais tout à l'intérieur, j'implosais de l'intérieur. C'était jamais extérieur. Et donc, ça se retournait contre moi, en fin de compte. Donc ça, j'ai réussi à le comprendre un petit peu. J'ai réussi à résoudre des problèmes par rapport à ma mère, par rapport à plein de choses, parce que c'était pas le hasard si j'étais tombée dans ce genre de mariage, quoi. Oui. Et c'est vous qui avez quitté votre mari? Oui. Donc c'est courageux. J'en pouvais plus, quoi. Les thérapeutes m'ont dit, c'est sauf qu'il peut la vie, quoi, en fin de compte. Oui, c'était courageux. Et finalement, j'ai été restée à m'occuper de mes enfants un peu en rempart, malgré mes défaillances de dépression. Et en fin de compte, excusez-moi, je suis désolée. Non, soyez pas désolée. Ça allait être difficile. Oui. Et Ariane, qu'est-ce qui vous rend si émue ce soir, si triste? Mais c'est d'en parler, en fin de compte. Ça me remue énormément. Oui. Comme si... Et pendant tout ce mois d'avril, j'ai été confrontée encore à ça, d'être niée, qu'on me dit non, même ce que tu as vécu avec ton mari, ça, c'est pas passé comme ça. Ce que tu as vécu, même avec une autre personne avec qui j'ai vécu 8 ans après, on me dit non, il a jamais vécu avec toi dans le 15e. Mais je tombe de l'armoire, quoi. Quand j'entends ça, je tombe de l'armoire. Qu'est-ce qui fait parce qu'on peut comprendre effectivement vos sœurs sont donc elles ont été sans doute jalouses, elles ont. Je sais pas si c'est de la jalousie, mais je me demande maintenant si c'est pas de la jalousie. En tout cas, ce qui est intéressant peut-être pour vous là, c'est vous comment faire dans ce contexte-là, parce qu'après tout, le regard qu'elle porte sur vous et sur votre histoire leur appartient. Oui, là, mais ce qui moi, est plus du mal. Alors, mais bien sûr, c'est ça. Que je coupe les ponts, que je les vois plus, parce que sinon, je suis obligée de dire, Non, mais c'est pas dans le faire. Là, la question qui se pose, Ariane, pour vous, c'est pas ce que vous devez faire par rapport à elle, c'est comment vivre ce que vous êtes en train de vivre. Elle est plutôt là, la question. Oui, c'est qu'est-ce que vous faites finalement de ça, de ce qui vous arrive, de ce regard qu'elle pose sur vous qui ne vous semble pas juste. Dire que quand elle vous disent des choses absurdes, du style t'as pas habité là ou tu te trompes, comment vous réagissez? Qu'est-ce que vous dites à ce moment-là? Je ne dis rien, je suis scotchée par terre. Voilà. En l'occurrence, et c'est ça vous les laissez dire. C'est que j'ai toujours été scotchée par rapport à la mauvaise foi, parce que je pense que c'est de la mauvaise foi ou je ne sais pas, c'est de la mauvaise conscience ou de la pas conscience du tout, quoi. C'est-à-dire que vous prenez ça très, très personnellement. Alors certes, c'est personnel. Oui, c'est ma vie. Oui, mais vous nous oubliez que c'est leur regard. Et donc ça leur appartient. Il y a une part qui est à elle, sur laquelle vous ne pouvez rien. Très affectif et qu'on a envie de continuer à avoir des relations affectives avec sa famille, on est prêt à rentrer dans un trou de souris en fin de compte. Est-ce qu'on est prêt avec mes filles, c'est pareil avec mes filles, quoi. Oui. Alors justement, j'allais vous demander si c'était pareil dans d'autres relations. Parce que mes filles me renvoient, en ce moment, bizarrement, alors qu'elles ont 40 ans passés, me renvoient à ma dépression. Elles me disent, oui, c'est ta maladie. Quand elles voient que je réagis, c'est-à-dire que personne n'accepte que je réagisse sans réagir brutalement ni méchamment, parce que c'est pas dans ma nature, puisque justement j'ai toujours rentré toute souffrance.
finalement, dès que je réagis, on me dit ouais, c'est ça, t'es en ce moment, tu débordes, et c'est ta maladie. Parce qu'on me renvoie à ça, parce que accessoirement, il semble que je sois bipolaire, mais je me sens pas du tout bipolaire. J'ai jamais fait d'excès, quoi. Et quand vous dites il semble, c'est quoi? C'est un diagnostic qu'un médecin vous a donné? Même pas. Ah oui. Parce que on m'a dit, ouais, vous êtes peut-être bipolaire. Mais pourquoi? Oui. Parce que quand vous avez engrangé tellement de choses, il arrive un moment où des fois, ça commence à bien faire, quoi. Oui, ça commence à bien faire. Et puis bon, vous avez quand même... on va vite sur la bipolarité aujourd'hui, alors qu'on a tous nos hauts et nos bas. Voilà, exactement. On a tous des hauts et des bas. Et en plus, quand vous êtes confronté, moi j'ai l'impression que je suis confrontée à une forme de mauvaise foi, même si elle n'est pas consciente. Moi, la question que je me pose, Ariane, en vous écoutant, c'est justement finalement comment dire, le fait que tous ces autres, on va dire tous ces autres, et qui sont des proches, principalement, oui, parce que mes amis, ça me fait pas ça. Ça vous fait pas ça. C'est l'accès, qu'ils ont sur vous, que vous leur donnez. C'est simplement, comment dire, leur façon de m'appréhender. Oui, j'entends bien, Ariane. De me nier et aussi de m'empêcher de prendre la parole, parce que systématiquement on me coupe la parole, donc j'arrête. Je n'essaie même pas de me défendre ni d'assister, parce que je me dis ça sert à rien, parce que j'ai fait de la thérapie, je me dis c'est un peu dommage. À me le dire. C'est un peu dommage, Ariane. Oui. Pardon ? Oui, mais c'est un peu dommage parce que en faisant ça, en disant je dis rien, vous laissez à l'autre la place. Il n'y a pas de relation du coup. Non. Donc vous êtes prête à être attaquée parce que, si vous voulez, en fait, en faisant ça, mais c'est vrai que c'est de l'agression qui vous arrive, mais en même temps, vous n'entrez pas dans la relation, vous échappez à la relation en vous taisant. Mais je m'aperçois que c'est elle qui échappe à la relation puisqu'elle ne me connaissent pas, quoi. Oui, mais vous y êtes échappé concrètement puisque vous ne répondez pas. Vous voyez. Maintenant, j'ai l'impression que c'est perdu. Mais oui, mais Ariane, si vous ne donnez pas des éléments de connaissance sur vous à vos proches, c'est-à-dire qui vous êtes vraiment, ce serait quoi? Est-ce que ce ne serait pas se battre contre des moulins à vent? C'est-à-dire que ça ne sert à rien de perdre son énergie. Mais vous ne savez pas, comme vous n'avez pas essayé, comme vous faites autrement. Non, mais c'est trop fatigant, quoi. Ah, même voilà. Ça me fatigue. Mais qu'est-ce qui est fatigant Parce qu'en fait, ce serait un peu... Vous savez, là, ce que ça interroge, c'est une histoire de place. Que ce soit votre place de mère vis-à-vis de vos enfants ou votre place de sœur dans la famille, il y a une histoire de place et on l'entrevoit un peu quand vous racontez que voilà, la petite dernière qui est restée avec les parents, mais comme si vous aviez peur de prendre une place qui n'est pas la vôtre. Il y a une histoire de place qui n'est pas réglée là, et qui se promène là, dans les années, et qui se joue dans la famille. Alors je ne sais pas ce que vous avez travaillé en thérapie. Je n'ai pas du tout travaillé cette histoire, c'est pour ça que j'expliquais à Paul qu'il fallait que j'aille en discuter avec le thérapeute que je n'ai pas vu depuis 4-5 ans. Parce que je pensais que, d'autant qu'il y a eu plein de problèmes au niveau de l'héritage. Alors, vous voyez, là aussi, il y a plein de choses qui se révèlent. Et j'ai été complètement squeezée, quoi. Ah oui, vous voyez, donc pas de place. J'ai pas de place. Et en fait, vous êtes en train... Oui. J'ai eu un témoignage à charge, mais c'est un beau-frère qui est décédé maintenant, le mari de ma seconde sœur, qui avait témoigné déjà 12 ans avant dans le divorce de ma sœur aînée pour lui faire perdre la garde de l'enfant. Il a recommencé 12 ans après contre moi pour me faire perdre la garde de mes enfants. Et c'est invraisemblable. Ouais. Et finalement, quand vous voyez ça, et que moi, il m'est arrivé de demander à ma seconde sœur, mais pourquoi t'as pas empêché ton mari de refaire ça 12 ans après dans la famille, quoi? Elle m'a dit, mais il est libre. Alors donc, vous voyez, on est affaire à des gens qui vous disent, t'as rien à dire, on est libre de faire ce qu'on a envie de faire. Alors vous êtes scié à la base. C'est-à-dire que ils font ce qu'ils veulent faire, mais vous avez aussi votre liberté. Et c'est là que la question se pose. Ma liberté a été de ne pas revoir ma seconde sœur pendant X années. Et son mari étant décédé, j'arrive à la revoir, mais elle m'envoie de ses pics et de ses vannes. Je reçois des pierres dans mon jardin à tire-larigot et je ne pipe pas parce que je me dis, comme j'ai fait de la thérapie, ça ne sert même pas à relever. Mais c'est ça qui m'interroge, Ariane. Vous dites, je ne dis rien parce que comme, vous voyez, vous faites des liens entre je ne dis rien parce que j'ai fait de la thérapie, donc ça sert à rien.
où est le lien? J'ai du mal à le comprendre. On se rend compte qu'avec des gens comme ça, ils ont une telle acrimonie que finalement, c'est même pas la peine de se battre parce que eux-mêmes n'ont pas fait ce chemin et ne sont pas à la limite éveillés à leur conscience. Ok, d'accord. Donc vous vous situez comme totalement différente, donc pas possible d'être en lien. Exactement. Mais oui. Mais il y a un paradoxe parce que d'un côté, vous êtes triste et vous êtes blessée du pas de relation, mais vous vous en extrayez toute seule. Mais je vais m'en extraire complètement, j'ai l'impression. Mais je ne suis pas sûre. Mais non, parce que c'est pas ça. Ce qui vous fait souffrir, c'est justement de pas être dans la relation. Donc vous allez apporter la même solution que vous apportez déjà, de façon encore plus forte, à un problème qui finalement vous fait souffrir. Donc, j'imagine que ça va être pire. Ce qui vous aiderait là, ce qui vous ferait aller mieux, ce serait d'essayer d'être dedans dans cette relation, à la place que vous pouvez occuper. Quand je dis vous pouvez, pas en termes de possibilités, mais de qu'est-ce qui est à ma mesure, qu'est-ce que moi je peux en faire, et petit à petit, parce que ça va se construire petit à petit, effectivement sans doute avec l'aide d'un thérapeute, mais de voir de quelle façon vous pouvez gagner un peu de terrain qui soit le vôtre, votre terrain à vous. On parle, vous savez, entre les êtres humains de terrain d'entente. Il n'y a pas de terrain d'entente entre vous. Il n'y en a pas parce que vous n'avez pas de terrain et elles occupent tout le terrain. Effectivement, vous en souffrez, c'est pas juste. Mais j'en souffre, vous savez pourquoi? Parce que je suis seule depuis au moins 10-15 ans et que j'ai privilégié avant tout mes relations affectives, que je croyais affectives, avec mes sœurs et avec mes filles. Et je me rends compte qu'avec mes filles, c'est presque pareil parce que j'ai laissé trop de terrain. Ah oui. Alors, vous voyez, et vous m'avez donné tout à l'heure la réponse d'ailleurs, et ô combien je la comprends quand vous me dites, oh là là, mais tout ça, ça m'épuise, c'est trop lourd, c'est trop dur. Et ça vous bouffe votre énergie, ça bouffe l'énergie. Oui, mais peut-être sans doute parce que c'est pas tant une histoire d'aller au combat, vous voyez, de combattre contre ces personnes-là, mais une histoire d'être dans l'être, c'est-à-dire d'être juste dans une présence et une parole. Alors, ne quittez pas Ariane, parce qu'il y a Nadine qui veut rentrer en contact avec vous et qui, semble-t-il, a vécu la même chose. Bonsoir Nadine. Bonsoir. Oui, Nadine, vous vouliez apporter... J'ai une bronchite, donc j'ai peut-être la voix un petit peu cassée. Ça va. Mais d'abord, j'écoute cette émission depuis de nombreuses années et jamais j'aurais pu penser passer à la radio. En tout cas, le témoignage d'Ariane, je crois, oui, voilà, me touche particulièrement et je vais lui expliquer pourquoi. Alors, le contexte au niveau de pourquoi la jalousie par rapport à ma sœur n'est pas la même que la sienne, sauf que ma sœur a été très privilégiée par rapport à moi. Moi, j'ai été séparée de ma mère très jeune, puisque j'ai fait 7 ans de préventorium, et ma sœur a toujours pensé que j'étais la préférée de maman, ce qui n'a jamais été le cas, si vous voulez. À un moment donné, c'était tellement violent, jusqu'à il y a 15 jours, où j'ai été hospitalisée, c'est-à-dire que ma sœur m'envoyait des SMS, mais de violence absolue, depuis des années, ça. Et donc, j'ai fait une crise très importante de staphylocoque qui m'a emmenée aux urgences, et mon médecin est venu me voir, qui me répète depuis de nombreuses années, Nadine, à un moment donné, il va falloir prendre de la distance et couper quand même les ponts. Un petit peu. Et il le faut vraiment, Ariane, il le faut. Je vais vous dire pourquoi. Parce que vous vous battez contre des montagnes. Vous n'y arriverez jamais. La gentillesse, que ce soit la gentillesse, que ce soit les explications, que ce soit un terrain d'entente, vous ne le trouverez jamais. Elles sont ancrées dans leur certitude et ça, vous ne pourrez rien y changer. Oui, je suis pas. Alors, moi, je trouve très intéressant votre réaction, Nadine, et je vous remercie d'appeler à l'antenne au 3921. Je suis pas certaine. Je vais vous dire pourquoi. Par rapport au cas d'Ariane. Alors, c'est vrai que vous avez raison que quand les relations, on va dire, sont impossibles ou destructrices, et je suis tout à fait d'accord. Il vaut mieux quelquefois, on va dire, couper les ponts. Ça tombe bien, on est dans les ponts. Mais en même temps là, concernant Ariane. En fait, elle est blessée, elle est déjà dans une situation de non-relation et d'avoir déjà coupé la communication, puisque finalement, dans ce que je comprends, et Ariane, vous m'arrêtez si je dis des bêtises ou si j'ai mal compris, elle occupe pas sa place dans la famille et ce qui la fait souffrir. Est-ce qu'en coupant tout, et notamment, elle a la même situation avec les filles, avec ses enfants, donc ça interroge, voilà. Et donc, en étant dans cette coupure absolue et totale,
en entendant de sa souffrance ce soir, je me dis ça risque d'être pire là pour elle, alors que si elle tente de prendre sa place. Parce que là, pour le coup, il y a une histoire de place. Alors que vous, Nadine, dans ce que je comprends avec votre sœur, c'est moins une histoire d'occuper une place dans un groupe. Hein, je n'occupe aucune place. Oui, mais vous aviez une tension, enfin une attaque en règle, enfin quelque chose d'un peu différent là. C'est-à-dire une attaque d'une injustice absolue. C'est-à-dire quelque chose dont vous êtes accusé qui n'est absolument pas vrai, dont vous ne pouvez pas discuter. C'est ça en fait que je trouve le plus douloureux. Oui, c'est qu'à la limite, je suis capable de tout entendre et de tout accepter, sauf que quand c'est quelque chose de tellement injuste, vous heurtez à des... Moi, j'ai essayé d'avoir des discussions, j'ai essayé d'en parler, ça n'est pas possible. Donc, mais je dis pas de couper les ponts définitivement, je dis simplement de prendre de la distance. Oui, je crois aussi. Ça vous use. Alors là, je vous suis, vous voyez Nadine, c'est-à-dire prendre de la distance, c'est pas prendre les choses pour soi. Mais rien. Voilà. Quand c'est une famille, on a une sœur, ça restera de fait la sœur, ça restera de fait notre famille. Ça, c'est immuable. On choisit nos amis, on le sait toujours, mais pas la famille. Oui, ça, c'est un fait. Mais à un moment donné, quand c'est aussi toxique que ça, quand ça vous rend aussi malheureux que ça, et je sais de quoi je parle, il faut à un moment donné véritablement prendre de la distance. Est-ce que Ariane a des amis? Oui, et quand je parle d'amis, vraiment des amis, hein. Oui, mais peut-être pas. J'ai des amis, mais j'ai pas des amis, sur qui je peux compter, parce que j'ai beaucoup bougé. Mais cela dit, j'ai des amis en qui j'ai confiance et qui ne me perçoivent pas du tout comme ça, quoi. Et oui, bien sûr. Bien sûr, mais on n'est plus dans une constellation familiale, là. Donc forcément, vous n'êtes pas perçu comme ça. En l'occurrence, avec mes filles, je couperai jamais les ponts parce que je crois que l'amour entre parents-enfants est assez, comment on dit, inconditionnel. Je sais pas si on peut dire ça. Même si des fois vos enfants, vos filles en l'occurrence, parce que j'ai des filles, me font des coups pendables. Oui, mais cela dit, j'ai un petit-fils, voilà. Et mes filles, je crois qu'elles m'aiment. Et Nadine, aujourd'hui, ça se, voilà, vous le vivez bien. De là, vous dire que je le vis bien sûr que non, je le vis pas bien. Mais c'était la seule solution. Je n'en ai pas trouvé d'autre. Oui, voilà. vous n'en avez pas trouvé d'autres. Après, je ne suis pas certaine que, mais après, ça appartient à Ariane, que chaque solution, vous voyez, on est vraiment des histoires uniques et singulières, et les histoires de famille sont uniques et singulières. Donc, par contre, quand vous dites oui, prendre de la distance, mais c'est la distance intérieure aussi, hein. Oui, c'est de quelle façon, voilà. Je suis entièrement d'accord, là. C'est une distance intérieure. Voilà. Il faudrait pouvoir dire, à la limite, on ferme les oreilles, on n'entend pas. Sauf que ça, on sait que ça n'est pas possible. Non, c'est pas possible. On sait que ça n'est pas possible. Donc, comme ça n'est pas possible, et pour vous préserver un peu, et en tout cas pour reprendre un peu pied, puisque manifestement vous avez perdu un peu pied, le seul moyen, c'est, je dis pas bien sûr de couper les ponts, bien sûr que non. Puis on peut jamais couper les ponts avec sa famille, mais prendre un peu de distance, ça va vous faire un peu de bien. Ça va pas vous empêcher d'y penser, ça va pas vous empêcher de vous rendre malheureuse, mais en attendant, vous ne serez pas confronté à cette violence qui est toxique quand même, qui nous pourrit la vie quand même, véritablement. C'est totalement toxique, oui. Mais c'est toxique, c'est très toxique. Ça vous empoisonne de l'intérieur, quoi. Mais tout le temps, puis on y pense sans arrêt, c'est récurrent. Moi, ça y est, j'y pense un peu moins parce que j'ai pu en parler, que j'ai pris rendez-vous avec le thérapeute. Oui, moi je pense que c'est une bonne idée, Ariane, parce que ça vous ferait du bien quand même aussi d'étudier, vous voyez, même ça ferait du bien dans la relation avec vos filles. Si même avec votre famille, c'est le passé, vos filles, c'est de l'avenir, donc c'est un petit peu différent. Merci Nadine de nous avoir appelés. Mais merci à vous. Il y a Lydie qui est là également. Vous êtes là, Lydie? Bonsoir Nadine. Bonsoir Nadine. Merci. Bonsoir Sophie. Bonsoir Lydie. Félicitations, vous êtes formidable. Oui, vous êtes mignonne. Ah oui. La présentation et puis tout, le dialogue avec les communicants, c'est bien. Vous êtes mignonne comme tout. Vous vouliez apporter votre soutien oui, Ariane. Moi, je suis HEC, diplômée de droit, je vois beaucoup de monde et tout, j'ai 70 ans. Bon, mais ce que je voulais dire à Ariane, il y a une chose qu'il faut qu'elle se mette dans la tête. Premièrement, la famille, on vous l'impose. Ça, c'est vrai. C'est une chose. On choisit, on choisit ses amis, on choisit pas sa famille. Et alors, elle choisit ses amis. Les filles, moi, je ne suis pas de votre avis, Sophie, parce que il y a une chose, les enfants, moi, je suis bien placée pour le savoir.
c'est jamais fini, c'est toujours des histoires. Alors, il y a une chose, il faut qu'elle s'occupe d'elle et puis c'est tout. Exactement, je prends. Et vous occupez chaque jour de vous, vous voyez vos amis, vous voyez des associations, vous vous intéressez à d'autres problèmes, enfin, des tas de choses, intellectuelles. Oui, mais il y a une chose, ne vous mettez pas dans les pleurs parce qu'ils sont très heureux. Et ce qu'il faut, je suis d'accord avec vous. Madame, il faut une seule chose, pensez à vous. Et puis la famille, on vous l'impose. Bon, il n'est pas question de tirer un trait, mais n'ayez pas de rapport, même des relations de téléphone ou quoi que ce soit. Vous n'en tenez pas compte, comme si c'était des inconnus. Occupez-vous de vous uniquement. Lydie, vous dites ça parce que vous avez eu des soucis avec vos enfants ou votre famille? Non, mais c'est ce que j'ai vu des personnes qui m'ont contacté, puisque je suis diplômée de droit, ainsi de suite. Mais si vous saviez, c'est effrayant. Alors ils contactent des psychologues, des ceci, des cela, essayez de dialoguer avec vos filles et tout ça, ou vos garçons, tout ça. Bon, les garçons, c'est formidable, ça, vous savez, là c'est la mère qui parle, là. Non, mais écoutez, je vais vous expliquer, en Angleterre... Oh, mais les filles, c'est formidable aussi. Les hommes restent célibataires, ils font leurs problèmes de relations personnelles entre jusqu'à 40 ans, puis à 40, ils se marient. Bon, tandis que si vous saviez dans tous les domaines ce que l'on voit, ce que l'on entend, alors c'est pour ça, Ariane, qu'elle s'occupte d'elle. Et puis intéressez-vous intellectuellement à des choses, il y a des tas de choses à s'intéresser. Et puis vos filles, vous en occupez pas, et vos sœurs, c'est pareil, occupez-vous de vous. Bon, écoutez Lydie, votre point de vue vous appartient. Moi, je ne le partage pas. Voilà. Mais enfin, félicitations. Merci à vous. Merci de nous avoir appelés. Alors, au revoir. Oui, Sophie, c'est vrai. Je suis d'accord qu'il ne faut pas être tomber dans l'égoïsme et s'occuper entièrement de soi. Mais il semble que, en ce qui me concerne, je ne me suis pas assez occupée de mon bien-être. Mais exactement. Quand je disais prendre soin de soi, c'est une histoire et je rejoins ce qui a quand même été dit et c'est finalement ce qui se dit en creux dans les témoignages sur le fait de prendre de la distance. Il y a une distance intérieure, c'est-à-dire que voilà. Et là, je vous rejoins, Ariane, sur votre chemin. C'est qu'à un moment donné, vous savez, c'est un peu comme les plumes de canard. C'est que les pics, ça va plus glisser parce qu'en fait vous prenez ça tellement à cœur que, vous savez, j'en ai déjà parlé à cette antenne des accords Toltec, et il y en a un qui dit ne fais pas de suppositions et n'en fais pas une affaire personnelle, voilà. Et ne pas en faire. C'est ça qu'on appelle je connaissais pas il y a quatre accords Toltec, voilà. Et en fait, donc. Pas faire de suppositions. Alors, il y en a ne pas faire de suppositions, c'est très difficile, on fait tous plein de suppositions. Et puis, il y en a un que j'aime beaucoup, c'est n'en fais pas une affaire personnelle. Oui, c'est vrai. Et en fait, là, peut-être que votre petit creux, votre liberté, elle est là. C'est-à-dire que laissez-leur, il y a quelque chose qui appartient à vos enfants, qui appartient à vos sœurs, dans ce qu'elles vous renvoient, et c'est à elles. Alors que vous ayez fait ou pas une thérapie, mais ça vous empêche pas de dialoguer quand même, ou de dire calmement, non, je suis pas d'accord, ou tu dis n'importe quoi, ou non, j'ai jamais habité à tel endroit. Donc vous voyez, c'est-à-dire tranquillement, tranquille. Donc de la distance. Oui, en ce qui concerne ma seconde fille, je lui dis ta colère, elle t'appartient, même si j'ai pas été la mère idéale, parce on que l'est jamais. Voulu que ceci et cela. Mais on l'est jamais. En l'occurrence. Jamais. Et je lui dis mais ça c'est ton problème, ma chérie. Il faut que tu ailles toi en discuter parce qu'il s'avère que elle, ce problème-là, cette colère qu'elle a contre moi, elle va l'avoir contre son conjoint et contre son enfant. C'est-à-dire que personne n'est, conforme à ce qu'elle veut. Eh oui. Alors, quand je lui dis ça, ça la rend furieuse. Et tant pis. Elle vous voyez, il y a Brigitte qui envoie un message qui dit: il est bien difficile de faire face à de vieilles jalousies profondément racinées. Elles ne changeront pas votre positionnement. Ah oui, mes sœurs le savent, oui. Voilà. Et Brigitte dit quelque chose que je trouve très juste: votre positionnement intérieur, lui, peut changer malgré tout. C'est vrai. Vous pouvez affirmer votre place dans la vie.
parfois on fait changer les autres parce qu'on a changé son positionnement, comme vous dites. Exactement. Quelquefois, vous savez, c'est juste une histoire d'angle. Alors, Frisia qui dit également, oui, il faut savoir prendre de la distance. Et Isabelle qui dit, lorsque vos sœurs et vos filles vous envoient des pics, Ariane, car tout bêtement, elles attendent et espèrent inconsciemment une réaction de vous. Exactement. Elles attendent que je sorte de mes gonds, et comme elles me voient jamais sortir de mes gonds, elles se disent, mais c'est pas possible, comment ça se fait? Vous l'agacez. On peut pas, là. Et c'est pour ça que j'ai une étiquette, quoi. J'ai une étiquette. Alors, si je sors de mes gonds, elles vont me dire, non, mais t'es malade. Mais il y a un entre-deux. Il y a un entre-deux. Vous voyez, il y a Flo qui dit, ne coupez pas les liens, mais cessez de vous justifier, pas de ce que vous êtes. Et tenez tête fermement, c'est-à-dire que... C'est pas évident, ça. Mais oui. En fait, je suis d'accord avec vous. C'est pas évident, voilà. Mais peut-être que ça c'est quelque chose que c'est un petit fil. Vous voyez, ténu, et ça vient pas du jour au lendemain. Et ça vient avec de la distance, avec une forme de tranquillité à l'intérieur. C'est vrai. Vous savez que j'ai beaucoup travaillé en communication, mais ce qu'on appelle la communication d'entreprise, etc. Et j'ai fait à la fois de la PNL, j'ai fait aussi de la communication tout simplement, parce que j'ai présenté le SALSA, j'ai échoué, mais bon, ça c'était après quand j'ai voulu reprendre du boulot. Mais et j'ai eu des cours de communication, mais pas dans le SALSA, mais à l'École nationale de commerce, où on vous dit la communication c'est ça, et puis vous expliquez qu'on est deux à jouer un élastique, il faut qu'il y en ait un à chaque bout. Alors ça c'était flagrant, vous voyez, quand on vous dit un truc comme ça, qu'il faut qu'il y en ait un à chaque bout, et quand il y en a un qui lâche, ça y est, ça s'arrête, quoi, cette histoire. Eh oui. C'est-à-dire que il n'y a plus cette tension. Oui, alors vous avez raison, mais après c'est vous qui allez. Vous voyez, c'est très bien. Je remercie encore, Lydie et Nadine d'avoir appelé. C'est-à-dire qu'après chaque histoire est singulière, et tant mieux que vous ayez écouté tous ces avis et ces témoignages ce soir. Et puis vous verrez si effectivement l'élastique mérite d'être totalement lâché parce que vous vous sentez mieux comme ça. Ou au contraire, il mérite d'exister quand même et vous allez jouer sur cette tension, sur la tension de l'élastique. Voyez ? Tout à fait. Donc vous allez naviguer comme ça, et vous allez du coup reprendre la main en prenant de la distance. Je me demande honnêtement, me demande si j'ai envie de reprendre la main parce que c'est pas mon style. Oui, je comprends. C'est peut-être pas vous. J'ai pas envie d'avoir la victoire sur les autres. C'est pas une histoire de victoire, hein. C'est encore une histoire de place. Ou de je sais pas quoi, de place. Après tout, ma place, je m'en balance. Il s'avère que je suis la dernière. C'est peut-être trop dangereux, c'est peut-être trop compliqué, trop dangereux, trop tard, c'est trop tard, tout. C'est trop tard. Voilà. Peut-être ça vous intéresse pas, peut-être c'est pas votre chemin, vous voyez. Et des fois, là, je me dis, jusqu'à présent, j'ai consacré beaucoup de temps à mes filles, et je me dis, je vais penser à ma vie, à moi, et j'ai envie de pas finir bêtement ma vie toute seule. Oui, mais la réponse, elle est peut-être là, mais c'est vrai que voilà, vous voyez, c'est ça aussi, cheminer en conscience, c'est regarder un peu un peu partout pour voir là où je me sens le mieux, ce qui a le plus de sens pour vous. Si vous le sentez mieux comme ça et ça vous apaise, c'est tant mieux. Vous voyez, il n'y a pas de bien, il n'y a pas ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire. Il y a ce qui convient le mieux à vous. Il faut que ça convienne à ma personnalité, quoi. Et à votre histoire. Et à votre histoire, bien sûr. Oui, vous n'allez pas être ce que vous n'êtes pas. Deviens qui tu es. En revanche, j'ai une belle sœur, c'est-à-dire la sœur de mon mari, qui me considère comme sa sœur et avec qui les relations sont d'un apaisement, apaisée et sereine. Et vous en avez parlé avec elle de tout ça ? Elle, pas vraiment. Il n'y a pas longtemps. Ce serait une bonne idée. Elle m'a envoyé une lettre en me disant t'es la sœur que ma mère ne m'a pas donnée, etc., etc. Et alors appuyez-vous sur elle. Elle me fait comme ça. Oui, mais si j'avais eu une sœur, peut-être que je l'aurais détestée. Alors j'aurais eu envie de lui dire, écoute, je parle en connaisseur, fais gaffe. Si tu avais une sœur, tu l'aurais peut-être détestée. Oui, bon, ça... Mais par contre, non, Ariane, c'est une très très bonne idée. Moi, je vous conseille de vous rapprocher d'elle. Elle est parce loin. Que, oui, en tout cas, par communication virtuelle. On s'appelle souvent, mais je ne l'embête pas avec mes problèmes. Mais c'est pas l'embêter. Vous allez créer du vrai lien, ça va vous aider. Mais le lien, il est déjà avec elle depuis que j'ai 20 ans, quoi. Oui, mais vous allez créer autre chose pour vous. Il y a Yolande qui est là. Vous êtes là, Yolande ? Oui, je suis là, Sophie. Bonsoir. Bonsoir, Yolande. Bonsoir, Sophie. Bonsoir, Ariane. Et bonsoir, il y en a peut-être une autre dame. Non, on a eu Nadine et Lydie. Yolande, vous êtes la troisième à appeler pour Ariane. Alors, voilà. Parce que je réagissais, parce que
Bonsoir Ariane, Bonsoir, parce que comme Yolande. je le comprends, parce que je n'arrive pas à prendre ma place, à m'imposer ni à m'affirmer depuis toujours. Et comme Sophie a raison quand elle dit que c'est nous finalement qu'on doit arriver à prendre notre place, à nous imposer, parce que ce sera pas mieux si on ne dit jamais, on dit jamais rien. On a déjà cette souffrance qui me fait faire une dépression terrible avec ma fille aînée. Bon, j'ai ma fille aînée, elle est assez. On a un conflit depuis 20 ou 30 ans. C'est très très dur. Et je veux dire, et elle a pris ma place auprès de ma fille la plus jeune. Elle a pris ma place auprès de mon petit-fils, même des deux. Elle a toujours pris ma place. Ouais, alors, je me dis que je le vois comme ça, qu'elle prend toujours ma place, même pour le mariage de ma fille la plus jeune, qui a 27 ans. Elle s'est mariée là, le 15 juin. Mais j'étais à la table des invités, moi. Qui c'est qui avait à la table d'honneur? Et alors, justement, alors Yolande, qu'est-ce que vous avez dit à ce moment-là? Vous êtes révoltée? Et voilà. On revient sur Ariane qui dit rien non plus. Comme Ariane. Mais oui. Et pourquoi? Ça c'est intéressant. Je l'ai pas dit. Ça reste à l'intérieur. Ça vous bouffe. Mais oui. Mais oui. Et parce que vous aviez peur? De quoi vous aviez peur? Mais elle fait peur. Elle fait peur à tout le monde. Alors même la jeune, le mari de la jeune, tout le monde. Et à Noël, j'ai pété les plombs. Et bon, c'était moche parce que je suis catholique, pratiquante. Et ce soir-là, à Noël, le soir de Noël, j'étais mal. J'étais si mal, toujours mal. En plus, avec la bronchite, j'ai pété les plombs. Je lui ai dit, si tu continues comme ça, de me parler mal, je vais te casser la gueule. Je disais n'importe quoi. Moi qui suis comme Ariane, qui dit jamais rien. Ah ben oui, c'est la cocotte minute. Je ne suis pas d'un naturel à m'énerver. Non, mais c'est la cocotte, c'est quand on a tout gardé en soi. Et qu'est-ce qui s'est passé quand vous avez, le soir de Noël, quand vous lui avez dit ça? Ça a changé quelque chose? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? J'ai pris du recul. Oui, ça vous a fait du bien, finalement? Oui, ça me fait me reconstruire, on dirait un peu. Oui. Parce que mon petit-fils, vous voyez, il regardait par la fenêtre et il disait on dirait que j'entends le traîneau du Père Noël quand même. Une soirée comme ça qui est faite pour les enfants. Et elle l'a attrapé là par le pull, elle lui a dit allez, il a 8 ans, dégage de là, espèce de mytho. Vous voyez, le soir de Noël, alors que moi j'avais envie tellement de participer à cet amour. Je suis pleine d'amour pour ces petits. Je suis pleine d'amour et je peux pas je n'arrive pas. Oh non, je n'arrive pas. Elle m'empêche de m'épanouir. Je ne sais pas si elle m'empêche vraiment ou si c'est moi, parce que j'ai eu une enfance difficile avec ma mère et elle lui ressemble beaucoup, énormément. Oui, mais là, dans ce que vous décrivez, c'est un peu épouvantable de son propos. C'est épouvantable. Oui, je comprends, Yolande. Mon petit-fils, quand il vient, il me raconte des choses. Il me dit, mamie, elle n'est pas gentille. Elle n'est pas gentille. Il m'a dit, comme j'étais contente, mamie, quand tu lui as dit que tu allais lui casser la gueule, il me dit... Ah oui. Vous aviez peur de votre maman, Yolande? Elle vous a peur, votre maman, Yolande, aussi, comme ça? Ma maman? Oui. Eh bien... J'ai pas compris la question. Elle vous faisait peur aussi, comme cette sœur? Celle qui me fait peur, c'est ma fille aînée qui a 41 ans. Ah oui. Et ma mère était terrible. Elle nous a fait très très peur. Elle nous a terrorisés. Elle nous a, vous savez, quand elle commençait à parler, cracher tout son venin, je me demande, à 64 ans, je trouve pas la bonne psy, en plus, parce que c'est du poison, comme vous dites, Ariane, qu'on a dedans. Elle a raison, Ariane. On est empoisonné. Et Ariane, quand vous écoutez Yolande, la peur, ça vous parle aussi? Vous vous sentez là-dedans? Je pense que j'ai ça depuis la petite enfance, parce que j'avais une mère très autoritaire et finalement aussi bien mon père et j'ai eu une sœur, ma sœur aînée, qui était en pension très très tôt parce qu'on vivait dans la brousse en Algérie parce que mon père est parti faire sa carrière là-bas
Et donc ma sœur aînée n'était pas là, mais en revanche, j'avais ma seconde sœur qui a été une enfant précoce. Donc déjà, c'est une enfant qui tenait la dragée haute à tous les adultes. C'est pour ça qu'elle continue à tenir la dragée haute tout le temps. Et qui est très narquoise, qui vous envoie tout le temps des tas de trucs. Mais ma mère, moi, j'étais incapable de l'affronter. J'avais peur d'elle. Je comprends, et donc, dans ces cas-là, on se met dans un trou de souris. Quand je vous disais tout à l'heure que pour être accepté, pour être aimé, on se colle dans un trou de souris. Oui, donc, eh bien, je l'ai continué à le faire. C'est ça. Vous voyez, c'est là que c'est vraiment intéressant pour vous, Ariane, de prendre conscience de ça. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas forcément juste. C'est-à-dire que la vie a changé, les individus. Vous voyez, et pour vous, je dis, c'est pas juste pour vous. Oui, je suis d'accord. Parce qu'en plus, moi, ce que je cherche pas, c'est pas d'être connue ou de ceci, c'est d'avoir une place d'adulte. Oui, je comprends. m'en fous qu'elles soient mes sœurs, que ça, mais qu'elles me reconnaissent. Vous savez, quand je parle de PNL, mais qu'elles me reconnaissent d'adulte à adulte. Et c'est fini, cette histoire de j'étais la petite fille où j'étais la fille privilégiée, parce que j'avais fait un mariage, ceci et cela, ou que je suis la mère de filles, ou tout ça, elles sont bien les mères d'autres enfants. Ils n'ont pas forcément réussi. Mes filles ont beaucoup mieux réussi que les leurs. Mais cela dit, je veux être reconnue en tant qu'adulte, en tant que personne. Il y a encore un joli chemin alors. D'avoir été la troisième, la fratrie, d'avoir été moins ceci ou plus cela, je m'en fous. Mais cela dit, vous voyez, la distance commence à se faire. J'en ai ras-le-bol de cette place qu'elles m'ont octroyée ou qu'elles me dictent, et en plus de toutes les étiquettes qu'elles me collent sur le front. Merci Yolande de nous avoir appelé ce soir. Merci, bonne chance à vous. Merci d'avoir apporté votre soutien à Ariane. Oui, c'est vrai. Et puis Ariane, je crois que vous tenez votre fil là. Le fil d'Ariane, voilà. Oui, tout à fait. Donc je vais vous laisser le suivre. Oui, super. Bonne chance à vous. Merci Ariane. J'ai entendu tout ce qui a été dit, et en plus je vous écoute toujours avec beaucoup d'attention. Merci. Et je reconnais que vous apportez souvent et sûrement toujours la solution. Je ne sais pas. Après, on tient le fil de chevaux. C'est le fil, voilà. J'aime bien. Voilà, et vous avez un joli prénom, Ariane. Bonne nuit à vous et merci à tous les auditeurs d'avoir appelé pour vous, d'avoir participé. Et puis, eh bien, Ariane, je vous embrasse. N'importe quoi. Sophie, je vous embrasse. Moi aussi, Ariane, très jolie. Au revoir, merci. Au revoir. Bonsoir, Aline. Oui, bonsoir Sophie, c'est un plaisir de vous entendre comme tous les auditeurs. J'écoute vos conseils avec beaucoup d'attention. Merci. Et puis, très bons conseils en général. Un peu sévère, je trouve, parfois. Ah oui. Un peu sévère. Plutôt votre collègue, c'est le plus sévère que vous essayez un peu d'arrondir les angles, mais elle y va un peu. Il faut être sévère de temps en temps. C'est pas toujours facile, voilà. On pourrait discuter du mot sévère, c'est amusant. Oui, non, moi je juge comme ça, mais en même temps c'est tellement vrai. Justement, elle m'avait jugé un peu sévèrement la dernière fois et elle avait bien raison, c'était il y a assez longtemps. Et l'histoire s'est déroulée un peu moyennement. J'avais redécouvert un peu l'amour à 52 ans, j'étais heureuse, un amour d'adolescente, un bel amour, et en fait j'étais encore plus amoureuse un certain nombre d'années qu'avant. Très bien. La personne venait de l'étranger, elle est venue, elle est revenue, on s'est vu un peu. Et puis, finalement, j'ai beaucoup fréquenté, comme j'avais un ami qui buvait un peu de vin, je m'inquiétais un peu et j'ai beaucoup fréquenté les alanols, les alcooliques anonymes, mais pas pour moi, parce que j'ai un peu souffert, mais sans rentrer dans les détails, c'est pas le but de l'histoire aujourd'hui, de ma relation avec l'autre homme. Puis d'un coup, avec cet homme que j'avais revu, que j'avais connu adolescente, vraiment qui m'avait fait vivre les années les plus belles de ma vie. Donc j'étais loin de penser qu'il pouvait se passer. Donc c'était votre premier amour en fait que vous avez retrouvé. J'en ai pas mal, mais lui vraiment c'était. C'était le super amour d'adolescente, d'accord. C'était le coup de foot qui a duré un peu qui a duré 4 ans, et puis après malheureusement il m'a laissé tomber et j'ai eu du mal à m'en remettre. Ah oui, donc 15 à 19 ans quand même. Oui, grande histoire. C'est 83, j'ai même été à l'étranger pour essayer de le récupérer, mais en général, quand il dit non, et il s'y tient. Remarquez, c'est peut-être mieux que les gens qui changent d'avis tout le temps. Et puis là, alors... Donc vous l'avez retrouvé, c'est ça? Je l'ai retrouvé, alors voilà. À quoi, à 50 ans, c'est ça, vous l'avez retrouvé? Voilà. Ouais. Et lui avait 53 ans, alors j'ai remarqué qu'il avait l'air fatigué, un peu moins beau qu'avant avec les années. Ça... toujours le 19, même 50. charme.
ravageur, donc il était bien conscient et donc tout s'est très bien passé. Mais si vous voulez, j'aurais peut-être dû lui parler avant, lui dire que j'étais pas forcément bien dans ma peau, que je sortais d'une histoire. J'ai pas pris des précautions et d'emblée j'ai invité sa sœur est venue me voir à Paris et là ça s'est pas bien passé parce que elle était soucieuse pour son frère et puis elle a dit un peu des mensonges en rentrant et là l'affaire a commencé à s'envenimer. Quand on a voyagé un peu ensemble, je me suis rendu compte qu'il avait le comportement qui est identifié chez les personnes alcooliques. Alors, j'étais très inquiète. Je me suis dit, non, mais c'est pas vrai. C'est-à-dire quoi il y a eu trois fois. Il y a eu une fois, bon, déjà dans le train, j'ai eu des problèmes. Quand j'ai des problèmes, c'est que je ne dois pas être dans le train en général, parce que j'avais un billet, j'ai jamais aucun souci. Donc, c'est un peu le bon Dieu qui me dit, oh là là, qu'est-ce que tu fous là? T'as dépensé de l'argent, bref, pour aller voir quelqu'un, c'est peut-être pas une bonne idée. Donc, je suis allée, si vous voulez, en Allemagne. Là, en Allemagne, qu'est-ce qui s'est passé en Allemagne? Non, je crois qu'en Allemagne, oui. Quand il m'a ramenée, il était très très froid et moi je me suis mise à pleurer puisqu'il n'avait pas été très gentil. Bon, deuxièmement, je vais vite parce que c'est des détails. Deuxièmement, en Angleterre, il avait bu plein de verres avec ses collègues et quand il est remonté, il s'est énervé. Il était jamais très méchant, hein, c'est un homme très doux, donc oh là là, mais t'es bizarre. Moi je vais dormir dans une autre chambre. Moi j'étais un peu paniquée parce que j'étais venue de Paris. Bon, bref, il s'est calmé. Donc vous voulez dire qu'en fait il avait pas mal bu avant que vous arriviez, c'est ça? Oui, et puis le lendemain, je lui ai dit non, parce que en fait, il était avec ses copains dans l'hôtel en bas. Et comme il est très sympathique, tout le monde lui a invité à prendre un verre. Mais oui, on t'invite. Et finalement, au lieu de boire 2 bières comme il s'est engagé, il en a bu au moins 7. Et donc quand il est rentré, moi j'ai pas bien senti les choses et j'avais vraiment peur, hein, parce que j'ai pas eu un peu un père autoritaire qui criait pas mal. Et quand les gens se mettent à crier, moi j'ai peur. Donc il a commencé à crier, mais il s'est vite calmé parce qu'il n'est pas méchant, il est très gentil. Et la troisième fois, il est venu à Paris, donc rebelote à, 3h du matin, je sais pas ce qui s'est passé. Et il s'est taillé à 4h30 du matin, il a repris la route dans l'autre sens. Il y a un alcoolique qui m'a dit oui, ce garçon était peut-être en mal d'alcool. Donc tous ces signes m'ont montré que apparemment, c'était plus l'homme que j'avais connu quand j'étais jeune et il m'avait parlé qu'il avait fait une cure déjà contre l'alcool à la séparation de sa femme. Et voilà où je veux en venir aujourd'hui. C'est que malheureusement, il y a eu beaucoup d'histoires et puis moi j'étais plus capable de prendre en compte tout ça parce que j'étais déjà fatiguée de mon ancienne relation. J'ai essayé de rester amie avec l'autre homme, c'est pas toujours facile, mais on essaye. Et puis maintenant, je retrouve un autre homme comme ça. Là, j'ai dit, c'est trop pour moi, et j'ai vraiment pété un câble toute azimut. Et puis j'ai dit à sa sœur, mais je crois qu'il boit, il est comme son père. Ça va mal finir, il boit de la bière comme quand j'allais avant, je voyais son père boire. Il y a un atavisme familial au niveau de l'alcool. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai laissé le temps passer, je le voyais plus beaucoup. Et puis, à un moment donné, il avait oublié, il est venu quand je me suis déplacée dans l'Est, peut-être un peu à cause de lui, mais pas seulement, parce que je parle très bien plusieurs langues. Et puis, dans l'espoir de travailler un peu ailleurs qu'en France. Et puis, peu importe, en tous les cas, il a oublié quelque chose. J'ai fait des kilomètres pour lui ramener ces trucs-là. Ces lunettes en l'occurrence, et puis le lendemain j'en vois. Je me suis même mise en danger parce que j'avais loupé mon train pour la France et j'avais plus de train en Allemagne et pas beaucoup d'argent. Bon bref, quelque part. Et finalement le lendemain je reçois un message et là va se terminer l'affaire. Oui, bah écoute, merci pour les lunettes. Si tu vas sur la Côte d'Azur, oublie-moi parce que en fait, j'avais dit à sa sœur, je partirais peut-être vers la Côte d'Azur et donc ça nous éloignerait. Oublie-moi. Bon, mais, Et quand j'ai lu ça, j'étais pas très contente, quoi. Mais c'est pas grave, moi je l'ai rappelé, je lui ai dit non, mais attends, enfin, je lui explique tout, mais là c'est rapide, je lui ai dit non, mais attends, t'inquiète pas, moi je m'en vais pas tout de suite, est-ce que tu peux revenir me voir, on prendra un café, on peut peut-être rester amis. Mais ça date de quand? Vous en êtes où aujourd'hui, Aline? Justement, ça date du 12 avril. Oui. Et figurez-vous qu'après, il m'a dit oui, non, mais je reviendrai. Le week-end de Pâques, j'ai eu un très mauvais pressentiment. Je vais demander à une amie, à ma sœur, à des gens d'essayer de l'appeler, mais tout le monde s'en tape. Hein. Comme disait la dame d'avant, la famille, ils n'en ont strictement rien à cirer. Tout le monde s'en tapait. Donc, moi, je suis restée, j'ai pas voulu appeler, j'avais pas trop de sous, je pouvais rien faire. Et puis, il m'avait dit qu'il reviendrait dans la semaine du 19. Les jours sont passés, il n'est pas revenu. Puis, je devais pas trop appeler sa sœur parce qu'avant, c'était ma meilleure amie, mais plus maintenant. Bon. Mais elle a toujours un ton gentil, mais on s'entend plus très bien. Et j'ai quand même appelé. Mais elle me dit, mais il est plus là, hein, il est pas là. Hein. Je dis, mais il est où? Elle me dit, il a été arrêté par la police, en état d'ébriété, il a eu un accident et il avait beaucoup d'alcool dans le sang.
Alors, moi, j'ai dit, c'est pas vrai, non. Enfin, moi, j'ai dit, c'est pas vrai. Et puis, si vous voulez, la tristesse là-dedans, bon, après, il se trouve qu'il a appelé quand j'étais là, j'ai entendu sa voix. Tout ce qu'il m'a dit, c'est qu'elle n'appelle plus ma sœur. Bon, ça, il n'y a pas de problème. Bon, avant, c'était ma meilleure amie quand j'avais 18 ans, j'en ai 50. Hein. Elle a changé, moi aussi, et puis elle est devenue un peu aigrie, peut-être moi aussi, bref. Et donc, j'ai vu qu'il avait une bonne voix, il était en cure de désintoxication. Apparemment, il s'agirait peut-être d'une récidive, puisqu'il en avait déjà fait une, mais je ne sais pas si la dernière fois, il s'agissait d'un problème de voiture. Mais là, je voulais vous demander, ma question, elle est celle-là. Moi, je me culpabilise, parce qu'il m'avait dit à un moment donné, j'ai peut-être fait une erreur en revenant. Et puis, de toute façon, moi, les femmes, moi, j'ai gâché ma vie avec les femmes, j'avais un très beau parcours à faire, et maintenant, je suis tombée dans un village, et j'ai pu gagner d'argent. Et ma vie est foutue à cause de cette femme. Bon, moi, je préfère me contenter de ma fille. Il avait une routine avant de revenir me voir. Mais là, vous me parlez beaucoup de lui, Aline. Moi, je ne comprends pas votre question, en fait. Moi, je me sens un peu coupable parce que, en fait, il m'a présenté à tout le monde comme son grand amour et il disait à tout le monde que son cœur était à Paris. Bon. Oui. Et moi, je me sens coupable de cet accident parce que je me dis, en fait, les relations affectives pour cet homme, c'était de trop. Et peut-être qu'il a lu les mots que j'ai envoyés à sa sœur, qu'il était alcoolique, et peut-être que c'est pour ça qu'il s'est planté dans un arbre et que maintenant... Pourquoi il a perdu son permis. Oui. Oui. Vous vous sentez coupable. Disons que moi, je voulais vous demander, c'est sûr que je vais poser la question aux alcooliques. Si vous voulez, moi d'abord, je suis pas revenue le voir. D'abord, j'étais peut-être pas enfant, mais je ne savais pas. Aline, vous pouvez pas empêcher, que vous soyez soutenante quand vous êtes au courant, vous vivez avec, etc. Là, c'était pas du tout le cas. En plus, vous deviez pas le revoir. Vous n'aviez plus de nouvelles. Il a eu un accident, alors vous n'étiez pas, on va dire, en contact régulier, quotidien avec lui. Et vous vous sentez coupable. Vous pouvez pas sauver, même si, voilà, c'est très triste. Coupable voudrait dire que vous auriez la possibilité et la puissance de faire en sorte que cela n'arrive pas. Et que vous seriez importante pour lui. Suffisamment importante pour qu'il ne tombe pas là-dedans. Ou trop importante parce qu'il y est tombé. Vous voyez ? Dans un cas comme dans l'autre... J'étais importante quand même. Hein. Mais oui, mais dans un cas comme dans l'autre, la culpabilité, c'est ça qu'elle raconte. C'est soit je suis pas assez... soit j'ai pris trop de place dans sa vie en tant que femme puisque les femmes lui causent tant de soucis et donc je me sens coupable. Oui, c'est ça, oui. Et je suis responsable en qualité de femme, j'allais dire. Soit je suis coupable parce que j'ai pas su, alors que je connais bien le monde des alcooliques, de sortir de là. Donc où que vous regardiez, vous êtes coupable. Vous voyez ? Oui, mais de fait, non. Ah bon ? Mais si on prend juste la réalité. Vous savez, Aline, on va voir le journal, là, mais vous ne raccrochez pas, je vous reprends juste après, d'accord ? Et on continue. À tout de suite. Sur Europe 1, nous sommes ensemble encore pendant une heure de direct, d'échange, de partage, car parler de nos soucis permet de nous rendre la vie plus légère. L'antenne est à vous. Il vous suffit de composer le 3921 pour partager avec nous vos préoccupations ou des événements de votre vie. Vous pouvez aussi échanger avec nous, avec les auditeurs, par SMS au 7 39 21 en commençant par le mot nuit ou nous adresser un mail sur le site d'Europe 1. La nuit se poursuit avec au standard Jeanne et Paul et Fifi à la réalisation. Jusqu'à 1h sur Europe 1. Sophie Peters. Rebonsoir Aline, vous êtes là ? Oui. Voilà, alors on parlait de vous et avec vous juste avant le journal et vous nous parliez de votre ami amoureux de jeunesse que vous aviez retrouvé
Hein, alors près de 40 ans, 35 ans après, et donc il a eu un accident avec un taux d'alcoolémie important dont vous vous sentez un peu, alors coupable, plus que responsable d'ailleurs finalement. Hein, vous me parlez de culpabilité. Je sais pas. Disons qu'il aurait peut-être mieux fait de pas venir. Peut-être que je sais pas du tout quels étaient vraiment ses sentiments. Bon, il m'avait dit oui, on finira notre vie ensemble. J'ai beaucoup de sentiments pour toi. Il m'avait présenté à tout le monde comme l'amour de sa vie. Bon, ok, mais ça c'est pas le problème maintenant. Le vrai problème aujourd'hui, c'est qu'il m'avait quand même dit oublie-moi, parce que je m'entendais plus très bien avec sa sœur, mais elle s'entendait pas non plus avec sa femme. Et il était chez sa sœur, mais sa sœur, je me suis énervée parce que j'avais peur pour lui. Et là, par exemple, parce que je n'ai pas de nouvelles aussi. Toujours, j'ai vu qu'il avait une bonne voix, donc moi je me dis il a tué personne, il est bien vivant, il va se soigner, il va guérir, il va retrouver sa fille. Et puis moi, le problème, c'est que, évidemment, j'étais amoureuse de lui. Alors, je ne vais plus appeler sa sœur comme il l'a demandé. Bon, s'il gagne au loto, peut-être que j'appellerai quand même, mais ça m'étonnerait. Vous ne le saurez pas. Bon. Non, j'appellerai quand même. Mais là, ceci dit, bon, déjà, il est vivant, tant mieux. Mais le problème, c'est que moi, même s'il a redemandé mon numéro à sa sœur, parce qu'il l'avait peut-être pas en cure, je sais pas. En tous les cas où il l'avait peut-être perdu, en tous les cas, je suis pas sûre qu'il me recontacte. Et le deuxième problème, c'est que je me dis, bon, il travaillait, il a perdu son permis, donc après, je sais pas où il va vraiment aller. Moi, je lui ai simplement dit, moi, de toute façon, je suis là. Voilà, je reste dans la région quelque temps. Et j'ai simplement dit à sa sœur et à lui, s'il a besoin, je serai là. Voilà. Et c'est normal qu'on dise ça à un ami. La seule question que je me pose, c'est comment un homme qui conduit, c'est son métier, il était très fatigué, il m'avait dit ce temps-ci, parce qu'il faisait des extras, mais comment un homme intelligent, qui a toujours bu un peu de bière dans son village, mais qui sait que maintenant il habite plus dans son village d'enfance, mais dans un autre village. Et donc il savait très bien qu'en prenant sa voiture, d'habitude il se couche à 8 heures, et maintenant je comprends pourquoi il se couche très tôt. Parce que d'abord il est aussi cardiaque en plus, donc... Et en fait, comment il a pu ne pas penser qu'il faudrait qu'il rentre d'un village à l'autre village, parce que ça lui ressemble pas du tout. Ah oui, mais bon, ça, s'il avait un taux d'alcoolémie important, vous savez bien que ça altère le niveau de conscience. Donc, mais il fait des évitements, d'habitude, il se couche à 8 heures, il sort pas. Oui, bon, mais là, vous faites des suppositions sur lui et on n'a pas, et vous n'aurez pas l'explication. Donc, ne pas comprendre le comportement d'un autre, l'autre est toujours, étrange ou étranger, voire même étranger à lui-même. Donc, c'est peine perdue. Ce qui est important là, c'est vous, c'est qu'est-ce que vous comptez vivre de cette histoire, quel sens vous donnez à tout ça, qu'est-ce que vous comptez faire, parce que moi, j'aimerais bien, moi si vous voulez, j'aimerais bien le revoir. Oui, c'est ce que je comprends. C'est pas vraiment raisonnable, mais c'est vrai que maintenant, si vous voulez, malheureusement, j'ai son numéro. Moi, je peux qu'attendre. De toute façon, là, il est en cure. Je pense, oui, vous ne pouvez qu'attendre. Alors, soit vous décidez... Ah non, surtout pas, en plus. Donc, respectez sa liberté d'être et son choix et son parcours, son chemin et concentrez-vous sur le vôtre plutôt que sur le sien. Non, mais ça, je vais me concentrer sur le mien. Mais est-ce que vous pensez, d'après ce que je vous raconte comme ça, que d'après ce garçon a pris quand même un peu la distance maintenant, parce que même avec son accident, je pense qu'il va s'occuper de guérir de sa fille, et puis après ça m'étonnerait quand même. Ça, on peut pas savoir s'il me rappelle. Ah non, c'est vous me demandez s'il va revenir en fait, c'est ça? J'en sais rien, je peux pas vous le dire si je savais. Non, mais là, Aline, je n'ai pas de boule de cristal, donc je peux pas vous répondre. Ce que, en tout cas, je peux vous dire, c'est sur votre culpabilité finalement qui a du sens pour vous, qui est intéressante, qui dit tellement de choses. Voyez, non seulement vous n'êtes pas responsable, mais vous sentez quand même coupable. Donc ça parle beaucoup de vous, et c'est ça qui est intéressant là. C'est-à-dire, parce que il voulait pas vraiment de relation, donc pourquoi il est revenu me voir en même temps? Bon, pour prendre un café, mais je sais pas, je comprends pas. Oui, mais ma culpabilité, c'est parce qu'il m'avait dit qu'il en avait marre des femmes et que moi je suis une femme. Et que vous êtes une femme, et ça lui appartient, c'est pas à vous.
Encore une fois, c'est pas à vous. Non, c'est s'il en a marre des femmes et que pour autant, il vous rencontre et qu'il vous promet monts et merveilles et puis après, il a un accident parce qu'il a pris trop d'alcool. En quoi ça vous appartient? C'est un homme qui, la problématique, je pense qu'il m'aimait quand même parce que vu qu'il est revenu et puis vu les moments qu'on a passés, mais j'ai plutôt l'impression que c'est que l'idée de se réattacher à quelqu'un ou d'un quelconque engagement le perturber plus qu'autre chose. Oui, mais encore une fois, c'est peut-être ça, ou c'est peut-être qu'il n'en avait rien à foutre de moi. Oui, mais vous parlez beaucoup de lui, et tout ça, c'est lui. C'est lui, et c'est pas vous. Donc, je pense que ce serait... Oui, mais ce serait bien que vous vous concentriez sur vous pour avancer. Parce que là, à faire plein de supputations sur lui, sur pourquoi, sur comment... Je m'occupe de mes affaires, mais je peux pas m'empêcher de me demander s'il va peut-être revenir un jour ou pas. Ah, oui. Mais alors ça, effectivement, c'est à vous. Et donc, vous pouvez prendre le choix et faire ce choix-là, qui est de l'attendre et d'espérer que après sa cure, il vous revienne. Non, j'attends pas grand-chose, mais si, vous attendez beaucoup. Non, j'espère pas beaucoup parce que je le connais très bien pour avoir vécu 4 ans avec lui. Je sais que des fois il part et il revient pas. Mais en revanche, vous trouvez que quand on boit de l'alcool, on peut foncer dans un arbre comme ça. Moi, j'ai quand même du mal à le comprendre, mais bon. Oui, et ça arrive. Malheureusement, ça arrive et la police en sait quelque chose. Écoutez, j'espère, Aline, que que vos attentes seront comblées avec le temps et que vous trouverez un peu d'apaisement. Merci en tout cas de nous avoir appelés. Merci, Aline. Au revoir. Bonsoir, Philippe. Philippe? Ah, Philippe. On a perdu Philippe. Je vois Paul s'exciter derrière la vitre. Et voilà, dans cette émission, ça nous arrive quelquefois de perdre un auditeur, les portables ou qui raccroche. Donc voilà, on vit en direct en fait cette émission où les auditeurs appellent et donc on vous est en attente en général pendant la chanson et puis quelquefois à ce moment-là, je vois Paul prendre le téléphone et on recherche Philippe, mais qui a raccroché. Ah non, je ne suis pas certaine. Alors vous savez, c'est un peu comme dans les matchs de foot, là on dit qui va marquer le but. Donc je suis là à commenter tout ce qui se passe dans le studio tout bleu. Il y a une vitre qui nous sépare et voilà, je peux voir Fifi et Paul et Jeanne s'activer pour nous retrouver un auditeur. Mais c'est pas certain qu'on arrive à trouver Philippe. Écoutez, en tout cas ce soir on a beaucoup d'histoires sur les familles, beaucoup sans doute en ce moment dans cette période. Il y a eu les congés de Pâques et puis également les ponts de mai et c'est vrai qu'on sait à quel point la famille, les histoires, nos histoires de vie finalement sont imprimées par nos histoires de famille, la relation à la mère, la relation à notre père et quelquefois qui nous poursuivent toute une vie, comme on en témoignait au début de l'émission, Ariane et puis Nadine, Lydie, Aline, qui nous ont appelé sur leur relation. Alors on a perdu Philippe, mais on a trouvé Gina. Vous êtes là, Gina? Oui. Voilà. Bonsoir, Gina. Voilà, c'est les aléas du direct quelquefois. Oui. Oui. Merci de nous appeler. Oui. Alors, moi, je vous appelle parce que j'ai des gros problèmes. J'ai ma fille qui a 39 ans, qui vient de l'avoir il y a une semaine et qui a une tumeur au cerveau. C'est terrible. Oui. Ouais. Donc, vous venez de l'apprendre en fait ça fait 8 mois, je le sais. Ouais. Mais là, on vient d'apprendre qu'elle va être opérée. Oui. Et qu'est-ce que disent les médecins que... Oui, le professeur qu'elle a vu, ils vont l'opérer. Parce qu'au départ, ils ne voulaient pas et ils vont l'opérer. Et donc, je ne sais pas si je dois le... Parce que j'ai ma maman, elle est encore en 2 secondes, elle a 92 ans. Ah oui. Et donc, j'ai des frères et sœurs, il y en a qui me disent il faut lui dire, d'autres qui me disent surtout il ne faut pas lui dire à son âge. Donc, je ne sais plus
Quoi penser? Voilà. Qu'est-ce que oui, je comprends, Gina, parce que quelquefois, quand on n'arrive pas à décider soi-même, et c'est bien normal, on demande des avis autour de soi, mais du coup, à force d'en entendre, on est quelquefois encore plus perdu quand les avis sont divergents. Voilà. Vous, qu'est-ce que, au départ, même avant de poser la question à votre entourage, qu'est-ce que vous ressentez vous profondément par rapport à cette question? Moi, par rapport à ça, je pense qu'il faut lui dire. Je peux pas la laisser. Enfin, pour moi, je ne peux pas la laisser dans l'ignorance. Mais est-ce que votre maman a toute sa tête? Oui. Oui, elle est très alerte, quoi. Ah oui. Aussi bien mentalement que physiquement, elle est très bien. Et vous êtes très proche, ce que je comprends. Oui. Donc pour vous, c'est important de partager, en fait, ça avec elle. Oui, je ne peux pas. Moi, je pense que je ne peux pas la laisser dans l'ignorance. D'autant qu'on nous a dit qu'il y a un risque vital à l'opération. Mais oui, tumeur au cerveau, oui. C'est ce que je pensais en vous écoutant. Oui, alors... est-ce que votre maman est en mesure de supporter ce choc? Elle est là, la question. À son âge, même si elle a toute sa tête, qu'est-ce que vous en pensez? Difficile. Ouais. Difficile, hein. Ouais. J'imagine. Parce qu'en même temps, oui, j'entrevois votre raisonnement. Si vous dites s'il y a un risque vital et que je ne lui ai pas dit et qu'il se passe quelque chose, je me sentirais pas bien avec ça. Voilà. Ouais, je comprends, Gina. Et si le risque vital, malheureusement, se produit, qu'est-ce que je vais lui dire? Je ne pourrais pas la laisser. Je peux pas la laisser. Quand elle me demande si ça va, si ma fille va bien, je peux pas lui dire oui, alors que malheureusement, il serait arrivé. Oui, je comprends. Surtout que vous pensez qu'elle sent depuis 8 mois justement votre préoccupation, votre douleur, cette nouvelle terrible. Est-ce que vous avez perçu quelque chose? Non, parce que moi, je vis loin d'elle. Ah oui. Je suis à 400 km de chez elle. Ah oui, alors ça change un peu la donne quand même, vous voyez, par rapport à votre question. Oui. Parce que lui annoncer comme ça, à distance, sans être là, parce que dans cette situation qui est douloureuse pour vous, pour la famille, on a besoin d'être entouré, elle va apprendre ça seule. Elle est très entourée, votre maman, à 400? Oui, parce que moi, sur place, pas loin de chez elle, j'ai des frères et sœurs. D'accord. Ils sont au courant, vos frères et sœurs? Oui, pas tous. Vous m'avez dit que je suis très proche avec eux. D'accord. Et eux, vous m'avez dit, d'ailleurs, eux vous conseillent de ne pas le dire, hein, c'est ça? Il y en a une qui me dit qu'il faut le dire, et puis deux autres qui me disent qu'il ne faut pas le dire. Alors, Et quels sont les arguments de chacun? il y en a une qui me dit s'il arrivait un problème, il faudrait bien lui dire. Et les autres me disent oui, mais on peut attendre. Il sera toujours temps. Ouais. Voilà, on peut attendre l'opération et puis si ça se passe bien, on lui dit. Si ça se passe mal, je dis qu'est-ce qu'on dit. Non, si ça se passe bien, on dit rien. C'est plutôt ça, j'imagine. Non, eux ils veulent que si elle se fait opérer, que je lui dise quand même. Ah, d'attendre l'opération pour en parler quoi qu'il arrive. Voilà. Quelle que soit l'issue de l'opération. Voilà. Et j'en ai parlé avec mon médecin traitant. Oui. Il m'a dit qu'il valait mieux que je lui dise. Alors. Et vous pourriez être à ses côtés. Vous allez la voir avant, après l'opération. Il s'est prévu que vous la voyiez? Ma maman? Oui. Non, parce que j'y suis allée il y a 2 mois. Oui. Et vous n'y retournez pas avant un certain temps? Non, je ne vais pas y retourner. Je ne vais pas y retourner tout de suite, d'autant plus qu'il va falloir que je m'occupe de de votre fille. Oui, et de vos petits-enfants. De mes petits-enfants. Ah oui. Votre fille se fait opérer quand? Là, on attend une date. Là. Ça peut être dans 8 jours, ça peut être dans 15 jours, dans 3 semaines. Oui, donc c'est très rapide. Ça va être très rapide. C'est vrai que votre question, elle est, vous voyez, il faut prendre la décision en fonction de qui elle est, de sa capacité à supporter la nouvelle, de sa relation avec cette petite fille aussi. Est-ce qu'elle en est très proche?
pareil, proche, oui, proche, mais proche, pas proche par la distance, puisque ma fille habite aussi à 400 km. Mais très attachée à cette petite fille-là, par rapport à, je sais pas, il y a une relation un peu privilégiée de... Non, pas particulièrement. Parce que ma maman n'a jamais privilégié plus une petite fille qu'une autre. Elle les aime tous bien. Et vous sentez que votre maman est assez solide pour encaisser ce choc? Disons que c'est ce qui m'embête, parce qu'elle vient de elle vient de perdre sa sœur il y a 2 mois. Ah oui. Oui. Et bon, sa sœur est très très âgée aussi. Elle allait avoir 95 ans. 95 ans qu'elle allait avoir. Et là, c'est l'anniversaire. Il y a un mois, c'était l'anniversaire du décès de mon père. Donc, ça, il fait beaucoup de choses à encaisser. Ça fait beaucoup, moi, je trouve, oui. Oui. Vous voyez, maintenant que vous me dites ça, vous voyez, c'est toujours bien étudié dans ce genre de questions, le contexte. Ça fait un écho très violent, ça fait beaucoup là. Beaucoup pour elle. Et vous, finalement, ce que je comprends dans votre question, c'est plus votre inquiétude d'avoir le sentiment de cacher quelque chose à votre maman. Voilà. C'est plus ça, finalement, qui vous perturbe que de dire ou de pas dire. C'est ce sentiment de cacher qui vous embête. C'est lui cacher ça. Parce que moi, quand je l'ai au téléphone, elle me demande comment vont les enfants. Oui, et vous avez l'impression que vous mentez à votre maman. C'est pas que j'ai l'impression, c'est que je le fais. Oui, mais voilà. Vous savez, toute vérité doit-elle être dite et comment la dire, c'est toute l'ambivalence et la complexité quelquefois dans les liens humains. Là, c'est pas comment dire. Vous mentez quand elle vous demande effectivement est-ce que tout le monde va bien, mais voilà, vous le faites en protection d'une maman qui a 95 ans, c'est ça, Gina? 92, qui vient de perdre donc sa sœur, qui vient de subir plusieurs chocs émotionnels coup sur coup. Voilà. Donc, est-ce que c'est mentir? Est-ce que c'est la protéger? Vous voyez, c'est... Oui, tout à fait. Objectivement, oui, vous ne dites pas la vérité, on va dire. Oui, voilà. Mentir, c'est encore autre chose. Mentir, c'est je cache volontairement. Alors, effectivement, là, on pourrait dire vous cachez volontairement, mais vous avez un but, vous avez un objectif qui est je prends en compte ce qu'elle est en train de vivre et ce dans quoi elle est pour prendre soin d'elle quand même. Voilà, ouais, c'est ça. Tout à fait. Donc la vérité, vous voyez, il y a Poupig et Laure là qui envoient chacun des messages pour dire, vous voyez, de 2 auditeurs qui disent Gina doit le dire à sa mère, et puis un autre auditeur qui dit ne le lui dites pas, c'est trop de choses, c'est trop lourd pour elle. Donc vous voyez, quelle que soit la personne à laquelle vous allez demander, moi je me place simplement en position en discutant avec vous, de voir dans quoi elle est, qu'est-ce qu'elle vit en ce moment, quelle est sa vie émotionnelle et psychique qui fait que ce genre de nouvelles va créer une onde de choc plus forte que si, vous voyez, elle était dans autre chose ou un autre moment de vie. Voilà, et c'est plutôt ça qui m'inquiète, moi, dans ce que vous me dites. Moi, c'est ça aussi qui m'inquiète, parce que je me dis, elle vit chez elle toute seule. Je me dis, elle va penser qu'à ça. Oui. Ah oui. Ben oui. Oui, vous la connaissez bien en plus, oui. Oui, très bien. Mais elle va penser qu'à ça. Elle va dire comment elle va s'en sortir, est-ce que ça va bien se passer. Voilà, elle va se poser beaucoup de questions. Et alors, parce qu'il y a Léa qui intervient en disant, qui pour le fait de lui dire, en disant, s'il arrive un malheur, que votre maman pourrait vous reprocher de ne pas avoir pu voir sa petite fille. Mais elle serait, en l'occurrence, en état d'aller voir ou d'appeler sa petite fille avant l'opération? Ah oui, elle peut l'appeler. Oui. Et votre fille en pense quoi, elle qui est directement concernée? Ma fille, je l'ai vue hier. Je vais la voir assez souvent, elle habite pas très loin. Et donc, elle m'a dit, le problème, c'est que s'il arrivait quelque chose, qu'est-ce qu'on va lui dire? On va lui apprendre, pas de but en blanc, qu'elle avait quelque chose et qu'elle est malheureusement plus là. Vous voyez? Oui. C'est ça qu'elle dit.
Ah, et votre propre fille a conscience, en fait, de la gravité de son opération? Ah oui, oui, tout à fait. Ils lui ont pas caché, d'ailleurs. Ils lui ont dit qu'elle avait un très gros risque vital. Voilà. Ouais, je comprends. Et en même temps, comme dit Brigitte, pourquoi perturber inutilement votre mère en parlant de cette opération si en fin de compte tout se passe bien? Oui, voilà, c'est ce que, je me dis aussi. Elle sait, il y a Pascal qui demande, est-ce que votre maman sait au moins que sa petite fille est malade? Non, elle ne le sait pas. Parce que effectivement, sans aller jusqu'à parler de l'opération et de la gravité, de lui dire qu'elle est pas bien peut-être. Oui. Et est-ce que le médecin, demande Pascal, de votre maman, est au courant de cette situation? Le médecin de ma maman? Oui. Non, il n'est pas au courant. Non. Parce que peut-être au moins juste de sans trop l'inquiéter, sans lui parler ni de la maladie, enfin l'affection qu'elle a, et sans parler de l'opération, de dire que vous avez un peu de soucis parce qu'elle va pas très bien et qu'en ce moment des médecins, elle passe des analyses, enfin vous voyez, d'être un peu vague. Est-ce que ça, c'est envisageable, vous voyez? Oui, ça serait envisageable. Mais tel que je connais ma maman, elle va s'inquiéter. Elle va me poser des questions. Elle va m'appeler, elle va me poser des questions. Est-ce qu'ils ont trouvé ce qu'elle avait? Voilà. Elle est de nature inquiète, votre maman? Un peu quand même. Un peu. Oui. Alors, vous voyez, il y a Yvan aussi qui dit elle a subi un grand nombre de décès. Et vu son âge et sa situation, peut-être que voilà. Oui. Bon, et puis elle, étant beaucoup plus jeune, elle a perdu un fils. Ah oui. Donc moi j'ai perdu un petit frère. Ah oui, donc vous pensez réveiller quelque chose aussi chez elle. Voilà, ouais. Il y a Virginia qui dit « Je n'ai pas dit à ma maman âgée que j'avais un cancer car je ne voulais pas avoir à gérer son inquiétude et mon combat en même temps. » C'est rêvé que vous allez avoir deux fronts, quand je lis ce que dit Virginia, c'est qu'il y aura votre fille et vos petits-enfants et votre maman à rassurer qui sera inquiète. Voilà. Donc vous allez vous rajouter aussi, vous voyez, à gérer l'anxiété de votre maman. Voilà, je vais me rajouter une anxiété en plus. Il y a Myriam qui veut entrer en contact avec vous, Gina, à ce sujet. Vous êtes là, Myriam? Oui, bonjour. Oui, bonsoir Myriam. Merci de nous appeler. Bonsoir Sophie. Je disais justement à l'accueil qu'il n'y a que 4 jours que je vous écoute. Oui, c'est formidable. Parce que, en fait, c'était Caroline plutôt. Caroline Dublanche, oui. Voilà, maintenant c'est Sophie. Voilà, exactement. Oui, je voulais intervenir parce que je comprends cette dame qui craint de vouloir dire à sa mère qui a 92 ans que sa petite fille, elle est dans une drôle de situation de santé. Mais c'est ce que je disais. Peut-être qu'il y a moyen de faire autrement, c'est-à-dire qu'il ne faut pas annoncer ça brusquement. Oui. C'est annoncer petit à petit. Comme il y a de la famille, semble-t-il, pas loin de chez elle, il faudrait pouvoir aller la voir et puis discuter de tout et de rien. Et puis ensuite de dire, tiens, ta petite fille, là, il paraît qu'elle était voir le médecin, elle se sent pas bien du tout. Oui, c'est ce que je disais à l'instant. Voilà. Comme j'ai éteint la radio, je ne sais pas ce qui a été dit Oui, non, mais effectivement, c'est ce que j'essayais de voir, mais vous avez tout à fait raison, Myriam, et c'est juste que vous appeliez pour ça. C'est de voir s'il n'y avait pas justement comme un palier pour simplement dire, qu'elle va pas très bien, qu'elle passe des examens, parce que en même temps, si elle va trop loin, Gina va avoir à gérer l'anxiété de sa maman tout en devant être mobilisée par soigner sa fille et s'occuper de ses petits-enfants. C'est juste de lui annoncer comme ça doucement qu'il y a un problème. Voilà, c'est tout. Qu'il y a un problème, oui. Parce que moi, j'ai ma mère qui a 89 ans. Et effectivement, il n'y a pas très longtemps, on a une petite cousine qui est décédée d'un accident à 19 ans. Ah oui. Et alors, on était en train de se demander s'il fallait lui dire ou pas. Mais ma mère, c'est un autre cas parce qu'elle oublie un petit peu après. Alors, on s'est dit, comme elle l'a pratiquement jamais vu, elle va oublier, donc on n'a rien dit. Mais je sais que ma mère, malgré tout, si c'était quelqu'un de beaucoup plus proche, elle tiendrait à ce qu'on lui dise. Parce qu'elle est bien plus forte qu'on le croit.
Et j'ai remarqué que les gens sont bien plus forts qu'on croit. On dit, ils sont âgés, faut les ménager, tout ça. Mais ils ont une force intérieure. Et puis, ils savent qu'ils approchent aussi eux-mêmes de la mort. Et justement, ma mère parle aussi de la mort. Et donc, si vous voulez, ils sont plus forts. Ils savent que ça arrive. Mais bien sûr, pour les gens plus jeunes, bien évidemment, ils sont beaucoup plus peinés. Voilà. Parce que quand elle a perdu sa sœur il y a 2 mois, elle m'a téléphoné pour me le faire savoir et elle m'a dit, elle a 95 ans, c'est un bel âge. Voilà ce qu'elle m'a dit. Voilà. Et ils ont une autre approche de la mort quand ils ont un certain âge. Et ils sont beaucoup plus forts qu'on le croit. Mais c'est vrai que pour des personnes comme je viens de dire, qui sont beaucoup plus jeunes, évidemment, ça les affecte. Mais c'est aussi, on annonce ça progressivement. Les gens, vous savez, des fois, il n'y a pas besoin de mots. Beaucoup de mots. Oui, il y a Poppy qui dit une vérité pas dite peut détruire plus pendant des années. Moi, je pensais aux enfants, vous savez, qui sentent les choses sans qu'on ait besoin de leur dire. Et on dit souvent, les personnes âgées, il y a un côté très enfant, instinctif. Oui. Donc, c'est pour ça que je me doute que votre maman doit sentir quand même quelque chose. Oui. C'est bien, des fois, il y a des choses qu'on dit par petites pointes comme ça, mais elle sait très bien ce qu'on veut dire. Parce qu'après, elle analyse elle-même après. Oui, tout à fait. Elle analyse elle-même après. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire simplement. Et puis, je souhaite beaucoup de courage à cette petite jeune femme. Mais maintenant, vous savez, il y a beaucoup de progrès maintenant dans la médecine. Oui. Alors donc, voilà. Bon, on espère que tout se passera bien. Oui, moi aussi j'espère bien pour vous. Merci Myriam de nous avoir appelé et d'avoir appelé Gina. Merci à vous. Et bonsoir. Bonsoir. Et Gina, tous les auditeurs, se sont mobilisés. Je pense aussi que de penser comme ça, le dire, ne pas le dire à votre maman, est pour vous aussi un moyen de moins penser à l'échéance sur votre fille. Et vous, ça vous mobilise, donc c'est pas si mal aussi votre questionnement, vous voyez. Ça doit vous occuper pour vous ne pas trop penser ou ne pas trop être dans l'angoisse, j'imagine, non? Oui. Et puis mes petits-enfants sont très angoissés aussi. Ouais. Donc, c'est pas facile à gérer. Non, c'est pas facile. Oui, c'est ce que j'entends dans votre voix, Gina. Et bien sûr que c'est terrible et cette angoisse de perdre votre fille. Et peut-être aussi que vous craignez de craquer avec votre maman. Non? Oui. C'est ce que j'entends là. Je comprends. Tout à fait, parce que excusez-moi. Non, mais on comprend bien, Gina, on comprend bien. Si mes sœurs vont lui dire, je suis sûre que dans la minute qui suit, elle va m'appeler. Oui. Et c'est ça qui me... Et c'est ça que je peur. Oui, et que vous allez... en fait, ça va être trop douloureux pour vous de soutenir, c'est-à-dire que vous risquez de craquer, en fait. C'est ça qui vous inquiète. Voilà. Je comprends. Oui, je comprends bien. Et en même temps, peut-être de le partager avec votre maman, pour être... est-ce que ça vous ferait du bien, vous pensez? Moi, je pense que ça me ferait du bien. Oui. Est-ce que ça y ferait pas du mal? Oui, voilà. Oui, c'est ça. Oui, vous êtes très partagée, Voilà. Je comprends. Je comprends que votre question est très délicate. Et en même temps, peut-être que vous pouvez peut-être lui faire confiance finalement. Peut-être que vous avez besoin d'elle et que ça va peut-être être un soutien pour vous. Peut-être que même son anxiété, de partager ça avec elle, si vous la sentez. C'est ce que disait finalement Myriam. Peut-être que on a tendance effectivement à se dire, à tel âge, on est trop fragile. Et peut-être que finalement, elle va être là auprès de vous, cette maman. Oui, peut-être, oui. Ça, c'est sûr que si elle le sait, elle va m'appeler très, très souvent. Et ça va être bon, ça, pour vous? Vous pensez que ça va vous aider? D'un sens, je me dis oui, parce que ça va m'aider ça va me soutenir. Oui. Mais puis d'un autre sens, je me dis, est-ce que je vais tout gérer? Oui, j'entends. Parce que j'ai déjà mes petits-enfants.
Oui. Et vous avez votre gendre quand même qui va être très présent, ou il est où le papa? Le papa, il est présent, très présent. Oui, donc ça, il va être là aussi. Oui, mais bon, comme il travaille. C'est vous qui allez garder vos petits-enfants? Moi qui va aller chez eux pour m'en occuper. Ouais. Parce que je ne peux pas, on peut pas ils sont 4. Ouais. Je ne peux pas les séparer. Bien sûr. Ouais, je comprends. Donc, disons que moi, c'est mon médecin qui m'a déconseillé de les séparer. Ah oui, oui. Parce qu'entre eux, ils en parlent. Bien sûr, ils doivent être drôlement inquiets. Voilà. Oui, il y a votre inquiétude, il y aura celle des enfants, celle de votre maman, celle de votre gendre, bien sûr. Hein. Ah ben, oui. Ouais. Mais peut-être... De la maman de mon gendre. Aussi. Qui va être très présente aussi. Vous entendez bien avec elle? Oui, elle, déjà là. Parce que là, elle est très fatiguée, ma fille. Ouais. Donc, moi et sa belle-mère. Vous vous relayez auprès d'elle? Pour aller faire du ménage, pour s'occuper du linge, s'occuper des enfants. Ouais. On gère déjà tout ça. Oui, c'est beaucoup. Oui, je comprends que la situation soit terrible pour vous à vivre, Gina. Oui. Vous savez, avec votre maman, là, j'ai voyez, pas tellement envie de vous dire vraiment ce que vous devez faire ou de vous influencer, juste d'essayer. Vous voyez, je vous fais parler et d'en parler, peut-être que vous voyez là un peu plus clair, c'est-à-dire vraiment, c'est là où vous vous sentez le plus en accord avec vous-même sur cette question-là. La réponse, elle est vraiment là. D'accord. Oui, elle vous appartient et c'est celle avec laquelle vous allez vous sentir, j'allais dire presque la plus soulagée que vous allez choisir. Et en plus, j'ai quand même mon frère et ma sœur qui sont contre que je lui dise. Donc, vous voyez bien que je me dis, si je le fais et qu'ils ne sont pas d'accord, je vais me... Oui, mais là, il s'agit de vous, hein, de vous, d'elle, vous voyez, d'une histoire... Je ne m'occupe pas vraiment de mes frères et sœurs, alors. Mais je pense que c'est important que vous pensiez à vous et à votre maman, hein, à qui elle est et à ce qu'elle peut supporter ou pas, et à vous de voir comment, par rapport à... parce que vous la connaissez bien intimement, votre maman, donc vous, je suis persuadée qu'au fond de vous, très loin, vous l'avez la réponse, vous savez ce qui serait bien, et qu'il y a peut-être après plein de... et c'est ce que j'essayais de dégager avec vous, plein de choses qui empêchent la décision, parce qu'il y a des peurs, on se formule des choses, on se met à raisonner, mais instinctivement, faites confiance au fond de vous, et là peut-être la nuit porte conseil. Vous voyez, pensez à ce que je vous ai dit, vraiment d'aller chercher au plus profond de vous la réponse. D'accord. Et c'est là que vous allez, à mon avis, trouver le plus de sécurité pour agir. Et c'est pas tellement à l'extérieur. Et puis j'ai une sœur que je vois très très peu, parce qu'on se côtoie pas, disons. Et elle, je sais que s'il fallait qu'il arrive quelque chose à ma maman, elle m'en voudrait. Oui. En plus. Oui, mais là, vous pouvez pas résoudre, voyez, les positions de tout le monde. Oui, voilà. Hein, là, c'est vous qui êtes directement concerné, et votre maman et votre fille, voilà. Donc concentrez-vous sur là où vous pensez que c'est le mieux pour vous et pour votre maman, voilà, et votre fille, bien sûr. Oui, d'accord. Oui, d'accord. Bon courage, Gina, hein, je pense fort à vous, et puis rappelez-nous, rappelez-moi ou rappelez Caroline si vous avez des moments très difficiles, hein, dans les mois qui viennent. Nous sommes là. Hein. Bon courage à vous. Bon courage. Oui, on pense fort à vous. Je vous embrasse. Au revoir, Gina. Toutes vos confidences à Sophie Peters au 3921. 3921. 34 centimes la minute. Oui, avant d'accueillir Elisabeth à l'antenne, un message de Bénédicte pour vous, Gina, si vous nous écoutez, effectivement, qui recommande un très beau livre, celui d'Emmanuel Carrère, D'autres vies que la mienne. Quelquefois, vous le savez, j'aime bien aussi parler de livres, parce que ça nous aide sur notre chemin quand la vie est difficile. Et donc, merci à vous, Bénédicte. Et Gina, si vous nous écoutez encore, vous pouvez noter D'autres vies que la mienne.
d'Emmanuel Carrère. Et puis, il y a un auditeur qui est prêt à rentrer en contact avec vous. Donc, Paul ou Jeanne vous rappelleront pour savoir si vous souhaitez être un peu épaulé par un auditeur. Bonsoir Elisabeth. Oui, bonsoir Sophie. Alors voilà, je vous appelle parce que j'ai un petit souci avec ma mère. Oui. Donc depuis le 1er janvier, elle est hospitalisée parce qu'elle a eu, je connais pas exactement le terme médical, c'est comme un AVC, c'est une veine qui s'est déchirée et qui a compressé la moelle épinière. Donc elle a tout le bassin qui est pris, elle peut plus marcher, la vessie ne fonctionne pas, il n'y a plus rien qui fonctionne. Donc là, elle est en rééducation. Et c'est dur pour elle, c'est dur pour l'entourage. Mais alors, ce qui se passe, c'est que avant c'était en décembre, et paraît-il déjà avant, elle a une idée dans la tête. Elle avait un album avec d'anciennes cartes postales et des cartes qu'elle a reçues de son oncle, qui étaient adressées à son père, à elle. Et elle pense, c'est pas qu'elle pense, elle accuse ma sœur. Mais elle ne lui a pas dit. Et alors tous les jours, et pourquoi elle m'a fait ça? C'était adressé à moi. Elle les a données, parce que son ex-mari collectionnait les cartes postales. Donc elle les a données, elle a dû lui envoyer, il doit rigoler maintenant, après nous. Enfin, et j'ai l'impression qu'elle en veut aussi à son ex-gendre, qu'elle le met en cause, mais et je sais pas quoi faire. Et quand vous en parlez avec elle, est-ce que vous avez essayé un peu de voir pourquoi elle pense ça et... Oui, mais souvent j'essaie d'en parler. Je lui ai conseillé de voir un psy. Donc là où elle est, votre maman 85 ans. Mais bon, elle a toute sa tête. Mais il y a une dizaine d'années, elle a fait un épisode comme ça, avec son frère et sa belle-sœur, où il y a des choses qui auraient disparu. Oui, mais est-ce que justement, elle n'a pas... elle perd pas un peu, entre guillemets, la tête... Non, parce que c'est une fixation sur cette histoire de carte postale. Oui, tout à fait, de cartes. Et pourquoi ce serait... que ça serait ma sœur? Oui, pourquoi ce serait elle, particulièrement, vous pensez? Parce que son ex-mari était collectionneur. Ah, voilà. Oui, je me disais, il y a bien une raison. Son ex-mari. Et alors, elle pense qu'elle lui a envoyé, parce qu'il y a une année, elle était ici, et elle lui a acheté on était dans une usine de chaussures, elle lui avait acheté une paire de chaussures, et c'était le moment de son anniversaire. Donc nous, on s'est bien demandé pour qui elle avait acheté ses chaussures d'homme. Et ma mère en a déduit que c'était sûrement pour les envoyer à son ex-mari. Et là, elle dit elle a dû mettre les cartes postales avec. Et je sais pas, j'ai beau lui poser des questions, lui dit, ma sœur va venir le mois de juin, elle va en parler. Oui. Donc on lui dit, tu en parleras avec elle quand elle viendra. Oui, c'est une bonne idée, très bien. Et aujourd'hui, je lui ai dit, mais écoute, et si c'est pas elle? Alors, c'est qu'elle ment. Mais les cartes postales, vous pensez, ont vraiment disparu? Mais ça, on peut pas. Oui. Alors je lui ai posé la question parce que moi je sais pas toutes les. Oui, c'est ça. Je veux pas vérifier. Alors je lui dis, j'ai dit mais écoute. Vous pensez pas qu'elle fait un peu une fixation et finalement vous qui la connaissez, quel est son son intérêt entre guillemets, je dis intérêt. Le fait qu'elle se fixe comme ça là-dessus, ça doit beaucoup l'occuper, Elle doit ruminer. Même la nuit. Elle, oui. Oui, tout le temps. Elle me dit, elle était réveillée, mais c'est qu'elle en veut à ma sœur. Oui, elle a souvent été en conflit avec votre sœur ou... Non. D'accord. Non, mais c'est vrai que ma sœur est pas toujours, comment dire. Je pense qu'elle lui en veut un petit peu, qu'elle se trouve loin. Elle aurait peut-être aimé que ma sœur soit un peu plus proche. Mais vous ne croyez pas que ça l'occupe? Quand je dis ça l'occupe mentalement, vous voyez, est-ce que vous ne croyez pas que ça lui donne un sujet? Ça la rend malade. Oui, jusqu'à la rendre malade. Mais vous voyez, c'est une fixation, quoi. Il y a quelque chose qui se fixe.
Oui, hein, oui. C'est obsessionnel presque, ce que je comprends. C'est une obsession. Et donc c'est une obsession qui a un sens parce que ça cache autre chose, ça masque une angoisse, ça masque autre chose qui la concerne. Vous voyez, c'est une obsession sur quelqu'un d'autre qui lui aurait pris quelque chose à elle. Et donc pendant ce temps-là, il y a quelque chose dont elle se préoccupe pas, qui va la concerner plus directement. Alors on ne sait pas quoi, mais vous voyez. Eh oui, forcément, ça lui, entre guillemets, lui sert à quelque chose, cette fixation. Alors après, demain, ce sera autre chose, enfin, vous voyez. Oui, mais bon, la différence, c'est que quand elle m'en a parlé en décembre, bon, elle était en bonne santé. Sauf que maintenant, elle ne peut plus marcher, elle peut plus, elle a ce souci. Depuis l'accident, là. Oui, voilà. D'accord. Et elle se bat, elle est courageuse, elle est vraiment... Des fois, je suis vraiment étonnée du courage qu'elle peut avoir pour essayer de marcher, pour faire ses exercices, tout. Et bon, ça doit être très dur quand on est libre comme ça. Et elle était autonome, et de se retrouver dans un fauteuil, elle peut même pas se lever ni se laver. Mais bon, elle a besoin d'aide une fois assise. C'est bon, et cette fixation, c'était... Elle l'a encore maintenant. Voilà, elle l'avait avant, d'accord. Oui. Et depuis combien de temps elle l'avait? Moi, elle m'en a parlé en décembre, je crois novembre, décembre. Et il y a eu l'accident en janvier? Ah oui, en janvier. Et depuis l'accident, c'est pire? Ça continue. D'accord, de la même façon. Ça s'était un peu calmé, et puis... là, ça reprend de nouveau, je trouve que c'est un peu pire. Mais Oui, parce que justement, je voulais savoir si ça avait un lien dans le sens, est-ce que finalement de se préoccuper lui évite de vous voyez, de porter, parce que c'est douloureux pour elle, comme vous dites, de se retrouver. Alors en même temps, le fait de penser à ça et de penser à qu'on lui a volé, parce qu'effectivement, dans son accident, on lui vole quelque chose, hein. On lui vole une partie de son autonomie, de sa vie. Elle trouve ça très injuste. Donc c'est sa façon de se révolter, très certainement. Et avant de sa maladie, alors il y avait encore autre chose, quand elle n'était pas malade. Puisqu'elle y pense. En fait, vous voyez, dans ce sentiment qu'on lui vole quelque chose, elle se sent, on lui prend, donc elle est dans, elle est, il y a une vraie angoisse de perte, hein. Il y a une angoisse de quand souvent, chez les personnes âgées, le fait de vieillir, ce sentiment qu'on vous prend et que vous ne pouvez rien faire parce qu'on vous a volé derrière votre dos, hein. Il y a un petit côté parano, hein, quelquefois, chez les personnes âgées qui s'éveillent, mais qui est que, on avance vers quelque chose, on perd de la jeunesse, on perd tellement de choses. Et c'est tellement douloureux, bien sûr. Et comment on peut faire? Oui, je pense ne pas relever, ne pas accrocher ça. Ne pas alimenter. Vous voyez, je ne sais pas comment, vous-même vous arrivez à le gérer, hein, ce qui, j'imagine, n'est pas facile pour vous. Mais vous voyez, ne pas donner prise. Comment, quand elle vous en parle, vous faites quoi? Vous répondez, vous? Ça dépend. Il y a des fois, en tout cas pour mon frère. Vous essayez de la raisonner, oui. Oui, non, mon frère, il dit, écoute. Il dit, maman, passe à autre chose. Ça, il lui dit, passe à autre chose. Et comment elle réagit quand il dit ça? Bon, elle dit plus rien. Ah, voilà. Elle dit plus rien. Et vous l'écoutez là-dessus? Moi, des fois, je l'écoute, mais pas toujours. Des fois, je l'écoute, je dis, maman, arrête un petit peu. Je lui dis, quand elle sera là, tu lui en parles. Et oui, c'est bien. Et quand vous lui dites arrête, elle arrête? Oui, oui. Oui, mais bon, je me rends compte qu'elle se rend malade. Peut-être de le lui dire, ça. Moi, je trouve que ce serait une bonne idée de... Mais je lui ai dit. Oui, et alors? Je lui ai dit. Elle écoute. Je lui dis, tu es en train de te rendre malade. Et qu'est-ce qu'elle vous répond? Pense à toi. Mais elle revient toujours. Elle dit, mais ces cartes, c'était à moi. Pourquoi elle a fait ça? Mais je pense, elle se rend malade du fait d'être déjà malade. Vous voyez, c'est mieux de se rendre malade de quelque chose d'extérieur à soi que chez soi, et c'est un échappatoire pour elle. Mais je pense que vous avez la bonne attitude. Vous voyez, là pour le coup, vous pouvez pas faire tellement mieux que ce que vous faites déjà et dites déjà.
Et il y a un psychologue. Et peut-être de poser la question à votre sœur, dit Pascal. Non, ouais, mais là, j'ai pas envie de. Non, oui, de rentrer là-dedans. De le faire. Oui. Et quand elle sera là, à vive voix. Et d'aller voir un psychologue, bah oui, pourquoi pas si. Elle envoie une. Ah oui. Et alors la psychologue lui aurait dit, elle vous a spolié. Donc elle va dans son sens. Ah oui, bah c'est pas top ça. Et écoutez, je me suis dit de laisser Elisabeth, c'est oui, mais malheureusement Elisabeth, mais vous nous rappellerez si vous voulez, mais c'est la fin de l'émission et on doit se quitter et rendre l'antenne. Donc bon courage Elisabeth et merci de nous avoir appelés. Bonsoir à vous. Bonsoir.